Ah là 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 là. Bon, je tombe sur ce tweet hier soir, hier après-midi, je ne sais plus trop. Je tombe sur ce tweet-là, je me dis bon, est-ce que les films qu'il y a dans ce top-là, donc du coup des meilleurs films antifascistes, euh, seraient intéressants? Parce qu'il y a quand même, effectivement, je pense qu'il y a des films antifascistes qui peuvent être bons. Je pense qu'il y a des films antifascistes, bon, de toute façon, ça, voilà, vous savez hein, qu'il y a des films antifascistes qui sont excellents. Mais je me dis, est-ce que la vision des États-Unis de très américano-centré, tout ça, va pas un petit peu commencer à être un petit peu redondante par rapport à certaines productions? Donc voyons voir un petit peu ce top-là. C'est le chapitre 0 de l'antifascisme, ce top. Bah, c'est un petit peu ce que je regrette. Alors moi, je l'avais vu vite fait, hein, bien sûr. Je l'avais regardé un petit peu. C'est un top qui a été publié du coup début février, hein. C'est juste que là, je sais pas pourquoi il ressort en ce moment. Mais voilà, et voilà, et déjà des commentaires en mode oui, tous les films woke, ouais, bref. Les films woke sont les vrais films fascistes, etc. Et du coup, c'était sorti du coup début février pour l'investiture de Donald Trump, peu après. Donc, au vu des récents événements, il faut peut-être se rappeler d'une vérité, les nazis sont toujours les méchants, donc voyons voir un petit peu ça. Tac, 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 tac. Même s'il y a des chefs-d'œuvre comme La Liste de Schindler ou Le Fils de Saul qui ont adressé l'Holocauste et des films de guerre comme The Dirty Dozen, je sais pas ce que c'est, ou Défiance, je sais pas ce que c'est, qui ont montré des résistances militaires, nous avons choisi de les enlever de notre liste pour nous focaliser sur des films qui explorent l'idéologie fasciste elle-même, les systèmes, les croyances, les impacts sociétaux qui permettent à ces régimes d'arriver au pouvoir. Ah, c'est D'où Salopard, pardon. Ok. Du coup, je vois. Donc, je me dis, bon, si déjà on enlève certains films qui seraient considérés comme des chefs-d'œuvre absolus, hein, bien sûr, à raison, hein, probablement. Enfin, voilà, j'ai pas vu Les 12 Salopards, j'ai pas vu Défiance, mais voilà, probablement que c'est des chefs-d'œuvre. Fils de Saul, c'est très bien. Moi, je trouve qu'on en a fait des caisses, mais voilà. On a des. Ne spoil pas de suite à Holido, mais voilà. Du coup, il y a certains films dedans, on va pas se spoiler. Donc pour l'instant, American History X. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Grand film antifasciste, grand film antifa. Pas de souci là-dessus. Quand même, c'est un film qui ne laisse pas indifférent, hein, bien évidemment. C'est un film où d'une grande violence, mais où la violence qui est mise à l'écran qu'une partie, hein, quelque part, de la violence vécue, hein, j'ai envie de dire, et où il y a ce truc très... J'ai vu plein de fascistes qui fait le film. Bah, alors, ça va peut-être être un petit peu le reproche qu'on peut avoir, c'est-à-dire de se dire, est-ce que les fascistes aiment bien ce genre de film-là? En fait, c'est un peu, voilà, c'est toujours ce débat sur l'esthétique, l'identification, le côté où est-ce qu'on peut dénoncer le fascisme en montrant le fascisme, etc. La vérité, c'est sans fin. Là, on est sur des films antifascistes, donc quelque part, ils sont obligés de montrer le fascisme, hein, j'ai envie de dire. Et forcément, du coup, c'est une question. Ils sont juste débiles. Bah, voilà. J'ai dit s'il y a une scène dans les shots. Oui, il y a une scène dans les shots. Il y a la scène sur le trottoir également, avec ce meurtre bien montré, hein, mine de rien. Enfin, il y a quand même cette subtilité où. Comment dire, il y a quand même cette subtilité où ça nous montre suffisamment, en fait. C'est ça le truc, ça nous en montre suffisamment pour à la fois nous en faire notre propre avis, qui est, je pense, 99% assez négatif sur ce genre d'énergumène-là, et en même temps montrer également un parcours et un côté... En fait, moi, ce que je reprocherais peut-être, c'est ce côté très justice divine qu'il y a eu autour du film, hein. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce côté... voilà, la justice divine qui s'est abattue sur le personnage quelque part, alors qu'il est dans un parcours de rédemption, de souvenirs vagues du film après l'avoir vu il y a peut-être 10 ans, hein, donc voilà. Mais ce qui quand même pour moi est un peu à reprocher, t'as un peu ce côté où quelque part quelque part le message, parce que je vais critiquer les choix ici, hein, mais je trouve que c'est un excellent film, American History X, mais il y a quand même ce truc où un des messages particulièrement, ça pourrait être retourné pour dire oui mais s'il était resté nazi il serait encore vivant. Bon, je vous spoil American History X, mais en ce moment il est sorti avant que je sois né, enfin voilà. Comme c'est l'un des seuls films populaires qui parle des néo-nazis modernes, pas étonnant que beaucoup s'identifient, même s'ils sont totalement cons, bah bien sûr. Puis de toute manière, la vérité, hein, ça c'est un truc où c'est dans la bataille culturelle à gauche et à droite, quand même ce truc où majoritairement à l'extrême droite, hein, ça se réapproprie tout et n'importe quoi, hein, vraiment tout et n'importe quoi tant que ça a du succès, et que c'est pas
trop woke entre guillemets. Je pense que typiquement les néo-nazis et les fascistes ne vont pas se réapproprier le Superman de James Gunn, hein, évidemment. Et du coup, par contre, à gauche, on est plus, on est un peu plus, on sait pas trop quoi. Puis vous pouvez pas empêcher les gens d'aimer un film en fait. Ils aiment pas. C'est pareil, ça veut rien dire sur ce que dit le film. Bah oui, c'est ça le truc. Ça le truc. Puis pareil, enfin, et ça veut rien dire sur leur opinion aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que, je veux dire, Julien Rochdy a aimé Kaizen, ça veut pas dire que le film est fasciste, quand même. Enfin voilà, ça veut pas dire que le film est fasciste ou un truc du genre. Si je sais pas, si Alain Soral aime un film, je vais pas dire automatiquement que c'est un film de merde. Enfin voilà quoi. Donc voilà. Mais bref, en tout cas, ça a sa place, hein, je pense qu'on peut se le dire. Voilà, s'il était là aujourd'hui, il serait un des gars du 6 janvier, hein, bien sûr. Voilà, l'américanocentrisme. En même temps, bon, le film s'appelle American History X. Quand même, c'est mérité. L'Armée des Ombres de Melville, du coup, c'est ça. L'Armée des Ombres de Melville, bon bah oui, alors... Après, du coup, c'est un peu bizarre de dire, oui, on va parler de films sur le fonctionnement du fascisme, là où c'est un film quand même qui est sur... c'est compliqué aussi de le mettre là, quoi. Donc bon... Alain Soral a dit qu'il aimait beaucoup Lars von Trier, ça veut rien... Ah, c'est peut-être le mauvais exemple, c'est vrai. C'est même pour cette raison qu'il l'a fait comme ça, et encore, je suis sûr qu'ils auraient trouvé une pirouette arrivée à un certain niveau de succès du film. De quoi? De American History X? Bah ouais. En tout cas, l'Armée des Ombres, il y a quand même ce côté où bon, déjà c'est très brutal, hein, bien sûr. Excellente performance, enfin c'est du Melville, forcément c'est super bien filmé. J'avoue que j'en ai assez peu de souvenirs, hein, donc je vais pas non plus redivaguer dessus. Il y a quand même ce côté où c'est... Alors, de souvenirs, hein, encore une fois, c'est un peu un film aussi sur la résistance qui fait le sale boulot, entre guillemets. Et je sais pas si on peut appeler ça des films antifascistes, j'ai envie de dire, quoi. De Superman, oui, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où c'est quand même... Enfin, je sais pas trop, quoi. C'est un peu compliqué, quoi, de le mettre dans ce genre de production-là, même si, évidemment, ça montre des nazis torturer des gens, donc voilà, ça là-dessus, ça a tout à fait sa place pour dire que c'est un film antifasciste, mais est-ce que c'est le film le plus antifasciste du monde? Encore une fois, j'ai des vagues souvenirs, donc ça se trouve, c'est pas du tout le cas, et je confonds avec un autre film de Melville, parce qu'il me semble qu'il a abordé plusieurs fois la résistance. Peut-être que c'est expliqué ici, tac, tac, tac. Ah, pardon, j'ai eu un message. Peut-être le meilleur film sur le fait de vivre sous le fascisme. Melville montre le courage et l'héroïsme de la résistance française. Attention, il était résistant lui-même. Ouais, c'est ça, donc c'est pour ça. Enfin, mais refuse de sanitize, donc d'édulcorer leur tactique qui ressemble aux gangsters des films de Melville. Ouais. Oui, c'est pour ça que bon, c'est un film aussi sur le fait de faire le sale boulot, mais tout comme par exemple Andor, moi je sais que Andor c'était le processus de base, c'était de dire que c'était des gens, enfin que la résistance c'est aussi faire le sale boulot. Ce qui est vrai, hein, bien sûr que la résistance au fascisme c'est aussi faire le sale boulot, hein, bien sûr, et c'est aussi les réflexions d'ailleurs de l'Armée des Ombres. Mais c'est pour ça que ça me perturbe. En fait, ça me perturbe parce que je trouve que ça a tout à fait sa place ici et je trouve que c'est vraiment. En fait, ce qui me perturbe, c'est que je sais certains des choix qui sont faits après. Je me dis, putain, mais ça colle pas du tout avec la même vision, j'ai envie de dire, de l'antifascisme que certaines autres productions plus tard, quoi. Ça colle pas du tout avec cette vision-là, parce que c'est une vision très cruelle, quelque part, cette vision de l'antifascisme. C'est en mode, bah, il faut le faire, mais bon, qui va se dévouer pour le faire? L'Armée des Ombres, c'est quand même beaucoup ces réflexions-là, et c'est du coup un peu... Enfin, vous voyez, l'enchaînement, typiquement American History X et l'Armée des Ombres, c'est presque le jour et la nuit, quoi. Sans mauvais jeu de mots, c'est le soleil, la lumière et l'ombre. Mais, quoique non, c'est pas trop la lumière non plus, American History X, mais il y a quand même ce truc où c'est un petit peu... c'est dur à défendre dans un corpus, quoi, parce que c'est justement assez subtil, quoi. Tu m'aurais mis Andor, l'Armée des Ombres, j'aurais compris, parce que c'est évidemment la même vision de c'est quoi la résistance, de c'est quoi les choix qu'on fait, etc. Ou même le fils de Saul, etc. J'aurais compris.
C'est pas bien d'avoir un panel de visions sur l'antifascisme et différentes visions politiques. Non, pas forcément, c'est juste que ça me surprend. En fait, ça me surprend de la part d'un journal un peu à la con, ricain comme ça. Mais c'est plus que ça me surprend que ça me choque ou que je trouve ça mauvais. C'est que ça me surprend de voir un aussi bon film et un film aussi subtil quand je connais certains des films qui arriveront plus tard. C'est surtout ça le truc, quoi, quelque part. Mais ça me surprend un peu dans l'enchaînement également, quoi, parce que je me dis, j'ai l'impression que l'enchaînement est après c'est peut-être alphabétique, je sais pas, on va voir après. Moi, je pense que ouais, je crois que c'est alphabétique vu qu'après c'est Brésil du coup. Oui, évidemment, bon bah film anti-fasciste, anti-technocrate, anti ce que vous voulez, en vrai anti administration oppressive, je pense qu'on peut se le dire, tout comme pas mal parce que je crois que je sais qu'il est assez orwellien, je sais plus quel lien il y a avec Orwell de la part de Terry Gilliam. Oui, bien sûr, mais je sais plus quel lien il y a avec Orwell de la part de Terry Gilliam, mais il me semble que c'est assez Brésil inspiré de 1984, tout ça. Donc ça là-dessus, je pense qu'on peut se dire que c'est assez antifasciste, hein, ça bien évidemment. Ça pareil, il y a quand même un truc où je sais pas si ça va définir à un moment dans les corpus de texte que je passe ce que serait le fascisme, ce que serait la montée du fascisme, etc. Ce qui est considéré par l'article comme étant du fascisme. C'est pas Terry Gilliam, ses dernières sorties sur Trump sont peut-être à l'opposé de ses idées. C'est aussi ça qui un peu me surprend parce que bon, alors autant l'article est sorti avant les dernières sorties de Terry Gilliam, mais on rappelle quand même que Terry Gilliam, il a quand même dit un truc en mode ouais, Trump il a sauvé l'humour actuellement, les gens étaient plus drôles et heureusement qu'il est là pour faire un petit peu d'humour, tout ça. Enfin voilà, globalement il a dit ça, ce qui en soi, dire que Trump est drôle, je pense qu'on peut se le dire, mais le dire sur ce ton-là, bon, tu n'as pas à être dans un dick sucking comme ça, quoi. Il y a un chouette film anti-bureaucratie qui avait été interdit par les bureaucrates soviétiques et elle a fini par sortir peut-être 30 ans plus tard, Notre grand-mère. Ben, merci pour la recommandation. Mais ouais, les fans de Orwell facho, c'est un classique. Bah oui, c'est un peu ça. Enfin, moi je me rappelle quand même, il y a ce clip génial de Caroline Fourest sur le plateau de C'est à vous, où je sais plus, on lui dit une connerie, on lui dit un truc qui s'est passé, etc. Et elle dit c'est George Orwell. Genre vraiment juste elle répond comme ça et je me dis ah putain, bref, les fans lisez, enfin relisez presque, il y a ce côté là. En fait il y a un côté aussi où c'est, comment dire, c'est un petit peu là où c'est plus dur peut-être à analyser, c'est que quand même il y a ce côté où les gens qui ne comprennent pas les œuvres auxquelles ils participent, mais ça typiquement ça a été un cas par exemple pour je crois que c'était une voice actress enfin une des voix dans Metal Gear Solid, je me souviens si c'était pas la voix de The Boss qui a rejoint ensuite l'armée israélienne, super choix, c'est vraiment génial, enfin des trucs du genre où c'est très étrange. Et pareil je crois qu'il y avait un type, je sais que Ikakura il m'en parlait un petit peu, mais il y avait un type où en soi c'était un expert mondial hein, de Metal Gear Solid, de Deus Ex, etc., qui était devenu anti-vax, bizarre. Genre vraiment, il y avait ce truc où qui était devenu complotiste, sauf que, bah, justement, alors, devenir complotiste en jouant à Metal Gear Solid, tu m'étonnes, j'ai envie de dire. Mais quand t'as un degré d'analyse très profond, faut quand même un petit peu se retenir, quoi. Alors là, tu viens de m'apprendre pour The Boss, je suis mort. Bah oui, enfin, c'est vraiment, c'est une dinguerie, hein, cette meuf-là, enfin, c'est fou, quoi. Du coup, oui, Brésil, ça a sa place là, même si du coup, un petit peu. Alors, putain, ça dit qu'en plus le perso de Richard De Niro, donc qui est le plombier là bizarre, est un héros antifasciste. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que voilà, Brésil, excellent film, un des meilleurs de Terry Gilliam. Moi, Terry Gilliam, ça reste quand même un de mes réalisateurs préférés, malgré cet éclat à la con. Hein. Bien sûr, j'espère qu'il va en revenir. J'y crois. Quand même, tu peux pas faire Brésil, Bandit, et les films que t'as fait, et ensuite sortir des takes à la con comme ça serait débile. Et même Fisherman, tout ça. Enfin voilà. Ce serait vraiment débile, quoi. Cabaret de 1972, que je ne connais pas, donc du coup, je vais lire un petit peu. Les parallèles entre la montée du fascisme en 1930 à Berlin et les réalités d'aujourd'hui peuvent faire de Cabaret un revisionnage très inconfortable. Putain, encore une fois, des trucs en mode oui, nous, on est un peu dans le nazisme en ce moment, non? Mais bon, il a gagné 8 Oscars, et ben. Ce message sur le cynisme, l'ironie et la... Alors attendez, traduire, parce que j'en ai marre. Il a mis avec Dupontel, ça m'étonne à peine qu'il ait ses takes. Bah je pense qu'il a des takes un peu... parce que Dupontel il a des takes un peu
apolitique bébête, si je devais être très gentil. Mais oui, en tout cas. Le graphisme musical qui a eu fort emporté aux Oscars par Atomic Thought et son message sur la façon dont le cynisme, l'ironie et la complaisance sont les catalyseurs du racisme et de l'extrémisme sont toujours d'actualité. Pense... bref. Tac 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 demande bah, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, moi je connais pas trop. En vrai Cabaret, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans le chat, mais ça a l'air sympathique hein, quand même sur ce côté un peu presque Maginot, enfin ce côté, vous savez, c'était ce truc où il y avait des comics sur la vie de Maginot à l'époque, notamment je crois que c'était Coluche qui avait commencé là-bas et tout, et ce côté où parce que j'ai l'impression que c'est ça hein, comme film, je vais pas non plus rentrer dedans, et ce côté où malgré tout il faut continuer à vivre, hein, j'ai envie de dire, malgré le fascisme et malgré tout ça, il faut continuer quand même à aller se divertir, et où c'est quand même des aspects où tu peux y retourner pour t'amuser, parce que quand même cet aspect où, enfin rappel, hein, les gens, typiquement la Seconde Guerre mondiale, c'était 96%, enfin c'était 2% de résistants, 2% de collabos et 96% de je vis ma vie tranquillement quoi. Donc bon. Mais en tout cas ça a l'air très sympa, ça a l'air très très sympa. Casablanca, bon bah évidemment, quand même, c'est un classique, il faut hein, évidemment. Enfin il y a quand même ce truc où c'est important comme film. Moi il faudrait que je le revoie en salle, je crois que je l'avais vu quand j'étais en début de cinéphilie, un peu en m'endormant, etc. Et j'étais un peu à l'ouest. C'est un classique du cinéma, incontournable. Film antifasciste, ça c'est sûr et certain. Évidemment. Évidemment, évidemment. Et oh, putain, c'est vrai que je vois le nom de Bergman, ça me fait penser évidemment à ses déclarations autour du réalisateur Bergman. Mais oui, bref, ça je vais pas non plus en reparler. L'isolation de... Putain, la traduction qui a l'air toujours un petit peu aux fraises. Casablanca. Mais oui, il faudrait que je le revoie en vrai en salle. Faudrait que je le revoie en salle, faudrait que je le revoie plus calmement avec ma cinéphilie actuelle. Et il y a quand même ce truc où j'ai l'impression que c'est un film assez pro-ricain, bizarre durant cette guerre-là, mais en même temps il y avait ce besoin hein, quelque part. Hein, la propagande de guerre, elle était là parce qu'il y avait un besoin hein, de propagande, hein, tout simplement, sur le terrain américain. Et il y avait ce côté où évidemment il y avait cette maîtrise-là et ce besoin-là. Mais bon, bref, en tout cas, moi, je l'ai pas vu depuis longtemps, donc je ne vais pas non plus en juger. Pourquoi pas qu'il soit là. Comme NC, du coup, Requiem pour un massacre. Venez, voyez. Non, mais oui, Requiem pour un massacre. Je pense qu'on peut se le dire que c'est film radicalement anti-guerre. Il y a ce côté, vous savez, il y a cette déclaration de Truffaut qui dit on ne peut pas faire des films anti-guerre parce que nécessairement on va glorifier la guerre. Moi je suis pas d'accord parce qu'il y a Come and See qui existe quoi, même si bon c'est un peu présomptueux de ma part de m'opposer à Truffaut, mais il y a quand même ce côté où vous regardez du coup Requiem pour un massacre, vous avez absolument pas envie d'entrer en guerre quoi, vous avez absolument pas envie, déjà parce que ça touche à un sujet qui est très puissant quoi, qui est les enfants quoi, les enfants de guerre, les enfants pendant la guerre, les enfants qu'est-ce qui se passe, et en même temps sur ce côté avec la beauté de la chose. Je me souviens que j'avais vu un TikTok récemment sur une take d'Antoine Goya avec laquelle j'étais pas forcément d'accord, sur Incendie. C'était sur Incendie où il disait ouais moi Denis Villeneuve j'ai détesté parce que Denis Villeneuve je déteste parce qu'il rend tout beau, alors que sachant que Incendie c'est des horreurs qui sont racontées dans Incendie hein, évidemment, mais il rend tout beau absolument magnifique tout le temps, et donc c'est un peu contradictoire. Mais moi je me dis mais justement quelque part il y a des images qui sont absolument atroce, mais il y a des moments où il y a des images magnifiques qui peuvent en découler de guerre, quoi. Enfin, il y a ce truc, c'est toute la métaphore d'ailleurs du poster de Tombeau des Lucioles, avec ces retombées chimiques qui font, et ces retombées radioactives, les retombées des missiles, etc., qui forment un spectacle magnifique, quoi. Donc c'est pour ça que moi je suis pas forcément tout à fait d'accord. Je sais pas si on verra d'ailleurs le Tombeau des Lucioles dans ce top là, je sais même pas si on verra des films d'animation. Éclater ce débat sur la beauté de la guerre ou je sais pas quoi, vraiment on souffre. Bah, moi je comprends qu'il ait lieu d'être, hein, parce que quand même la guerre c'est dégueulasse, il faut pas non plus la glorifier entre guillemets, mais en même temps, est-ce qu'on pourrait pas faire le même reproche à des tableaux qui représentent des scènes horribles? Bah oui, c'est un peu ça le truc, enfin, il y a toujours, on a toujours représenté des scènes absolument atroces, de manière magnifique, en y prenant du temps, et c'est d'ailleurs tout le côté, et c'est pour ça qu'il avait fait un bon parallèle là-dessus, le côté travelling de Capot. C'est-à-dire que le travelling de Capot, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, bien sûr, je le répète, je crois que je l'avais déjà expliqué, mais en gros, c'était un film qui s'appelait Capot,
où il y avait un moment à la fin du coup, une personne juive qui meurt dans un camp électrocuté alors qu'elle essaye de sortir, et il y a un beau travelling qui est fait sur son corps, inanimé. Et en fait, ça a soumis un débat sur le côté, mais en fait, tu peux pas faire ce genre de travelling là. Enfin, tu peux pas. En fait, il y a ce côté où tu ne peux pas simplement te poser et te dire. Enfin, il y a un côté très étrange quelque part parfois dans le cinéma où tu vas en fait donner. Enfin, globalement, le cinéma, c'est beaucoup des réalisateurs ou des producteurs qui donnent des ordres à des gens. Et en fait, faut s'imaginer comment ça s'est passé sur le tournage presque. Moi, je le vois comme ça. Sur le côté, comment est-ce que tu peux dire, viens, on fait un beau travelling sur ce cadavre-là et pas surciller ne serait-ce qu'un instant, quoi. Enfin, c'est très étrange et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de débats autour du travelling de Capot, évidemment. Je crois que c'était René et Godard qui s'étaient mêlés également. Enfin, voilà. Il y avait plein de trucs comme ça et c'est passionnant en vrai comme théorisation autour du cinéma. Mais en tout cas, oui, comme NC, évidemment, ça mérite d'être là dans un top des films antifascistes. Bien sûr. The Conformist de 1970 que je ne connais pas. Je vais rechercher du coup un petit peu. C'est surtout Rivette. Oui, c'était Rivette, pardon, c'était Rivette. Le Conformiste, tac. Le scénario de ce film politique a été écrit par Bertolucci. Putain, Bertolucci, super de le mettre là. Ah, mais du coup, il y a deux films. Parce que je sais qu'il y a un autre film de Bertolucci plus tard. Bon, Bertolucci, moi, en vrai, le rapport que j'ai avec Bertolucci, c'est j'ai vu Innocent the Dreamer. Et je sais ce qui s'est passé autour de Dernier Tango à Paris. Mais du coup, j'ai pas vu de Dernier Tango à Paris non plus. Je ne doute pas qu'ils soient antifascistes, hein, évidemment. Mais du coup, ça fait un peu bizarre de le voir dans ce genre de top-là. J'ai pas envie non plus de le cancel, des tops, etc. Mais c'est juste que voilà, j'ai un rapport très éloigné avec Bertolucci, quoi. Oui, il y a 1900 du coup plus tard dans le top, quoi. En tout cas, ça a l'air pas mal. Déjà, moi, du peu que j'ai vu quand même de Bertolucci, c'est pas un tâcheron. Hein. Je pense qu'on peut se le dire, c'est quand même un bon réal. Tac. Spielberg, Coppola et Scorsese la citent tous comme une influence majeure. Bertolucci, le chef-d'œuvre psychologique troublant et psychologiquement troublant. Psychologiquement troublant et psychologiquement troublant reste la mise en accusation cinématographique la plus puissante d'aller de pair avec la foule. Et ben, ce conformisme, c'est un peu le samouraï si Jeff Costello passait son temps à pleurer au lieu de tuer. Ah, ça donne envie. Despair de 1978 que je ne connais pas, donc on va pareil faire nos petites recherches de notre côté parce que moi je crois que je ne connais pas la moitié, hein, bien sûr. Bon, c'est du Fassbinder, donc je ne doute pas, hein, bien sûr, parce que ça a été matrixé par la guerre, hein, évidemment. La lente descente dans la folie d'un immigré russe, Hermann mania du chocolat dans l'Allemagne des années 1930. Ok, bon bah ça a l'air sympa. Bon conseil, de toute façon Fassbinder c'est toujours du bon, hein, j'ai envie de dire. Ok. Ouais, bah qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là dans ce top? Je veux dire, je veux bien être très ouvert, hein, sur la vision de c'est quoi un film antifasciste, hein, mais si District 9 c'est un film antifasciste, la barre est quand même très très basse, quoi. Je veux dire, ok, ça parle d'un système répressif, mais c'est plus un côté où ça va aborder des notions de racisme intériorisé, mais bah, du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zootopie est un film antifasciste, ça je serais d'accord, hein, bien sûr que Zootopie serait un film antifasciste, des trucs du genre, mais la barre est assez basse, et là il y a une sélection d'une 40aine de films. Vous êtes censé quand même prendre les films les plus hardcore dans leur message, je pense, hein. Enfin, il y a quand même ce côté-là. Donc c'est pour ça, ouais, enfin c'est... J'ai jamais bien être ce qui est entendu par fasciste. Oui, c'est ça. C'est un peu bizarre. Enfin, je me demande ça veut dire quoi, mais du coup, je vais voir un petit peu leur justification. En accrouvant la scène sur... alors la métaphore des extraterrestres pour parler de l'apartheid, il s'agirait d'aller se faire enculer à sec au bout d'un moment. Oui, enfin, c'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, je suis en mode, si vous voulez justement rentrer dans les fondements de ce qu'est le fascisme, de ce qu'est vraiment la discrimination, de ce qu'est de comment justement ce genre de système-là rentre en place, etc. Essayez d'éviter de mettre des films où c'est constamment des métaphores. Parce que moi, c'est un truc quand même que je déteste aussi dans le cinéma dit politique, entre guillemets. C'est de constamment mettre des métaphores de choses. Je trouve toujours que c'est assez limité, quoi. Je trouve toujours qu'il y a un côté où je suis d'accord qu'il peut y avoir des moments où faire une métaphore entre des pays, ça peut faire
un message plus universel, ok, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où c'est... Vas-y, comment dire? En fait, c'est toujours le truc que je reproche. De toute façon, c'était le reproche que je faisais également à Superman. C'était ce côté où, en fait... Oui, d'accord, tu veux parler d'Israël-Palestine avec des noms détournés, etc. Il n'empêche que s'il y a un pays qui est pro-Israël et s'il y a une œuvre qui est pro-Israël, bah, elle va citer Israël ouvertement, quoi. Il n'y a aucun souci à citer Israël ouvertement. Donc c'est pour ça que moi, à chaque fois, parler en métaphore, tout ça, sans parler ostensiblement du sujet, de manière en rentrant vraiment dans les choses, je trouve ça toujours assez regrettable, quoi. Et je trouve toujours qu'il y a un truc où c'est un peu lâche, quoi, quelque part. Et surtout, ouais, District 9, enfin, encore une fois, il y a quand même ce côté où c'est un blanc sud-africain qui parle d'apartheid. Est-ce que t'es le mieux placé pour ça? Mais surtout en 2009, je sais pas trop comment ça se passait à l'époque. Mais voilà, ça n'arrivera jamais dans un film Superman, malheureusement. Bah oui, c'est pas un reproche envers Superman, hein, bien sûr, c'est un reproche envers le système hollywoodien qui a fait que ce genre de film-là ne puisse pas se produire, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est pour ça, enfin, c'est le blockbuster de Neil Blomkamp a intelligemment mélangé la créature de science-fiction avec la satire simulée pour retourner le script sur le film classique d'invasion extraterrestre, ok. Utilisons les non-humains pour mettre en lumière la déshumanisation qui sous-tend toutes les formes d'apartheid. Le cinéaste sud-africain ne nous demande pas ce que les étrangers pourraient nous faire, mais quelles horreurs leur infligeront, ce qu'ils subiront du malheur en lumière, ok. Le film tourne autour d'une opération militaire pour relocaliser le camp de réfugiés des étrangers, que les humains ne considèrent que comme une ponction aussi démesurée non native sur leurs ressources, une référence à l'exploitation forcée des résidents non blancs du district de Cape Town au cours de l'ère de l'apartheid, mais un arc du récit qui s'applique au sort des immigrants et des personnes déplacées dans notre état inhumain. Bon, traduction approximative, hein, bien sûr. Il est bien placé pour en parler, mais alors la métaphore des extraterrestres, ça en dit beaucoup sur ce qui se passe dans sa tête de dégénéré. Ben, il y a quand même un peu ce côté où ouais, c'est compliqué effectivement du coup, vu comme ça évidemment, mais il y a quand même... Enfin, encore une fois, tu veux parler d'apartheid, parle d'apartheid et évite de prendre des détours comme ça de manière très étrange, quoi. Parce que finalement, ça serait que de la forme au-dessus de la substance, quoi. Le personnage rentre bientôt dans le domaine public, donc peut-être qu'il y aura des choses intéressantes de ce côté, c'est vrai, pour Superman. El Conde, que je ne connais pas. C'est le film chilien. Oui, c'est le film chilien sur Pinochet. Bah, que j'ai pas vu, écoutez, je peux pas me prononcer. Apparemment, c'est vraiment super. Le Comte, oui, voilà, c'est ça. Apparemment, c'est vraiment super. C'est sorti il y a pas si longtemps que ça. Enfin, voilà. Apparemment, c'est un mode. C'est Pinochet filmé comme un vampire. Donc, moi, ça me tente un petit peu. Ça a l'air vraiment beau. Ça a l'air. Je sais qu'il était nommé, je crois, pour meilleure photo à l'époque. Pour les Oscars. Donc ce qui me paraît mérité, ne serait-ce que pour ce screen là, enfin on dirait Bison dans Street Fighter. C'était extrêmement nul, très bien. Mais je crois que c'est un film Netflix aussi, donc bon. Tac. Augusto Pinochet, qui a régné sur le Chili avec a été une présence obscène hors écran dans une grande partie de la première filmographie accomplie de Pablo Larraín, mais avec le metteur en 2023, l'acteur chilien. Ah, parce que c'est Pablo Larraín! C'est Pablo Larraín qui a fait El Conde? Putain, je savais même pas. Parce que moi, Pablo Larraín, j'aime beaucoup sa trilogie, hein, sa trilogie des portraits là. Avec du coup Jackie, Spencer et Maria. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup comment il joue avec les images, j'aime beaucoup comment il joue avec le ressenti des personnes, etc. Donc ça là-dessus, ça peut vraiment me donner envie, quoi. Pourquoi pas? Oui, bon. Bah oui, évidemment, c'est un film antifasciste, je pense qu'on peut se le dire, hein, bien sûr. Trilogie des femmes folles, ça s'appelle, mais non. Mais oui, c'est un film antifasciste, évidemment. Enfin, il y a quand même ce côté où c'est... vous savez, c'est ce tweet-là, ce tweet très connu autour de Star Wars qui dit Star Wars est un film politique qui parle de la guerre du Vietnam. Et il y a quelqu'un qui répond, mais non, c'est idiot. Sinon, ça voudrait dire quoi? Que l'Empire, c'est les États-Unis? Mais non, c'est idiot. Enfin, voilà. Il y a quand même ce truc où, évidemment, mais bon, déjà, je sais pas pourquoi celui-là et pas toute la trilogie, tu vois, enfin, voilà. Techniquement, oui, mais oui, voilà. En fait, il y a ce côté-là où ce que je comprends pas, c'est que ça dit au début de l'article, on n'a pas envie de mettre des chefs-d'œuvre comme La liste de Schindler, Le fils de Saul. Mais par contre, on va vous mettre Star Wars 5, qui est, je pense, on peut le dire, un des films qui a été le plus vu et analysé de tous les temps. Je comprends qu'il soit là, évidemment, parce qu'il y a quand même ce côté où c'est un film important et où c'est un film, évidemment, radicalement anti-guerre, anti-fascisme, ce que vous voulez, bien sûr. Évidemment. Et il a toute sa place pour être ici, bien sûr. Maintenant, le truc, c'est quand même qu'il faut... Enfin, oui, tout le monde... Il y a quand même ce côté où je ne sais pas qui ça va convaincre nécessairement de le mettre dans un top comme ça, parce que, bah, en fait, tout le monde... Je pense que beaucoup de gens ont déjà été confrontés
à ce débat-là de est-ce que Star Wars est politique, et tout le monde a déjà sa vision et est très ancré dans sa vision. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont tort et qui pensent que Star Wars n'est pas politique, que Star Wars ne parle pas de guerre, que Star Wars n'est pas antifasciste, et il y a les gens qui ont raison et qui pensent que oui, évidemment que c'est le cas. Et en fait, c'est indéboulonnable, quoi, vraiment. Le top, il m'a fait Star Wars, en fait, c'est une métaphore des nazis, mais oui. Mais les gens qui disent que c'est une critique des USA, vous êtes tellement délus, c'est l'URSS qui visait dans l'Empire. Bah, en fait, c'est les deux. C'est ça le truc, en fait. C'est que moi, je trouve qu'il y a un vrai truc aussi. Ça, d'ailleurs, c'est un truc où j'avais peur, hein, d'ailleurs, dans ce top-là. C'était de me dire, est-ce que ça va être des antifascistes en mode tous les fascistes par rapport à notamment au nazisme et à l'extrême droite, ou est-ce que ça va être des critiques de l'URSS, ce qui serait compréhensible, hein, bien sûr. Parce que, bah, généralement, en fait, dans la tête des gens... Entre Hitler et le communisme, il y a un signe égal, quoi. Ce que je peux comprendre, pourquoi pas, mais bon, bref. Voilà, quoi. C'est littéralement l'Empire de manière générale, globale, quoi. Bah oui, en fait, Arguido, moi là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je suis en mode, mais en fait, ça a mélangé des tonnes d'aspérité, d'inspiration, ne serait-ce que le fait que le design de Dark Vador, ça soit un samouraï, et en même temps, une étrangeté noire, un peu comme dans l'expressionnisme allemand, tout ça, enfin plein de trucs du genre, où en soi, je trouve que c'est des multiples métaphores, et puis même évidemment une sorte de référence au cinéma de Tarkovsky, donc oui, le régime russe également. Enfin vraiment, il y a plein de trucs où je trouve que c'est un amas de références, hein, de toute manière. Star Wars, c'est parce qu'il y a plusieurs guerres, quelque part, et c'est parce que aussi il y a un cycle infini de guerres, quoi. Donc bon, Stormtroopers sont littéralement nazis, bah oui. Bah oui. Puis même, oui, effectivement, ce côté, quand même, c'est la marche... Le thème de Dark Vador s'appelle la marche impériale. Donc bon. Europa, que je n'ai pas vu, malheureusement. Je crois que j'en ai pas entendu parler, d'ailleurs. Ou alors je confonds avec un autre, je ne sais plus exactement. Wow, ça a l'air d'être le film montré en cours d'allemand. en cours d'allemand au lycée. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Le film commence par une circoncision, eh ben, génial, comme moi. Mais je l'ai pas vu, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans le chat, qui ont des trucs à dire. Je vois Julie Delpy, déjà je suis content, Julie Delpy, je suis toujours content de la voir dans des films. C'est quand même le point fort de la trilogie Before, hein. Il n'y en a pas beaucoup, au moins elle est là. Il y a beaucoup de films, dont plusieurs sur la liste, sur ceux qui résistent au pouvoir autoritaire. Les histoires de ceux qui sont forcés de s'adapter à un système totalitaire pour survivre sont rares. Dans son histoire incroyable et incroyablement vraie, Agnieszka Holland suit Solomon Perel, né le 4e enfant d'une famille juive en Allemagne, qui a immigré en Pologne dans les années 1930 dans une tentative ratée d'échapper aux persécutions nazies. Perel a miraculeusement survécu pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, en passant d'abord en tant que jeune pionnier dans un orphelinat dans un Grodno occupé par les soviétiques, plus tard en tant que membre modèle de la jeunesse hitlérienne. La vie de Perel, il a survécu quand sa famille a presque entièrement été anéantie, se sent comme une grande blague cosmique, et le film de Hollande illustre l'absurdité sous-jacente à l'idéologie raciale fasciste. Un peu étrange du coup. Dans la même vague, il y a des films montrant en cours d'allemand, il y a des chances qu'il y ait la vague dans le top. Bah, bien sûr. J'ai vu. Et alors du coup, quel avis? Mais en vrai, enfin, j'ai quand même cet aspect où du coup, vu le pitch, c'est un peu bizarre, quoi. C'est quand même un mec qui est forcé à collaborer. Est-ce que c'est un film antifasciste du coup? Enfin, c'est un petit peu étrange de le mettre là, quoi. Il y a une scène marrante où un juif prend pour exemple le personnage principal et dit regardez ce crâne du bon arien, preuve de la supériorité sur les juifs. Bah ouais. C'est MNKW qui a écrit le script, mais oui, j'y pensais. Mais ouais, c'est bizarre du coup de le mettre dans un top antifasciste, parce que c'est juste que il y a un thème fasciste sous-jacent évidemment, mais ça a pas l'air non plus, enfin encore une fois c'est une autre vision, quoi. C'est un peu bizarre. Oui, pardon, j'ai mal lu. J'ai mal lu, pardon. Est-ce que, enfin, en fait, il y a ce côté-là. Est-ce que je sors de The Grand Budapest Hotel avec une envie de buter des nazis? J'ai envie de dire ça. Est-ce que je sors de ce film-là en me disant putain, le nazisme, c'est vraiment pas bien? Bon, il est obligé de se fondre. Ouais, mais en fait, encore une fois, c'est la vision de l'antifascisme qui est vraiment pluriel, qui est un peu qui peut être dérangeant en fait dans cet assemblage là, hein, quelque part. Ça aurait mérité, en fait, si je peux être honnête, c'est que ça aurait peut-être mérité d'être dans l'ordre, je sais pas, parce que là l'ordre il est bizarre, je crois que c'est alphabétique du coup. Ouais, c'est alphabétique, mais du coup l'ordre il est très étrange en fait en le mettant de manière alphabétique, parce qu'il y a quand même ce côté
où du coup les visions d'antifascisme sont vraiment dans le désordre. Genre là je suis désolé mais The Grand Budapest Hotel, t'en sors pas en te disant putain le racisme c'est pas bien, le nazisme c'est pas bien, tout ça quoi. Genre c'est pas la première truc qui me sort quand je parle de The Grand Budapest Hotel. Je vais pas sortir que c'est un grand film sur un grand film antifasciste ou un truc du genre. C'est un des thèmes, bien sûr. Mais bon, c'est pas plutôt les films préférés des antifas? Ouais, peut-être, je sais pas, mais c'est étrange quoi dans tous les cas. Hein. Après, c'est un très bon film, The Grand Budapest. Moi, je trouve que c'est son meilleur, un de ses meilleurs du moins, parce que bah, c'est vraiment sa formule pure quoi. Il y a ce côté-là, c'est vraiment de la pureté de la formule de Wes Anderson. C'est génial. Enfin voilà, c'est très beau, c'est magnifique. Mais quelque part, vous voyez, ça revient avec ce débat autour de cette esthétisation bizarre et ce côté où ouais du coup t'en ressors, enfin pardon je vais juste remplir ma bouteille d'eau parce que je crois que j'ai encore un petit peu d'eau dedans. En fait je me souviens qu'il y avait une vidéo de Jacob Geller, j'en parle pas mal ici parce que je trouve que c'est un très très bon vidéaste essai autour du jeu vidéo. Il parlait, je crois, c'était Hellblade 2. Je crois que c'était Hellblade 2 dont il parlait, où en fait il disait que c'est un jeu vidéo du coup sur la santé mentale, sur l'impact de la santé mentale sur les gens, etc. Enfin, c'est un des thèmes particuliers. C'est aussi sur la guerre, sur le traitement des personnes marginalisées, etc. Ça, ok. Le problème, en fait, c'est que le jeu, il est absolument magnifique. Et là où c'est un problème, c'est que, en fait, comme c'est un des jeux qui est vendu pour sa prouesse graphique, hein, véritablement, c'est-à-dire que les arguments de vente, c'est de dire que c'est des jeux absolument magnifiques, quoi. C'est de dire que c'est un jeu... Enfin, à l'époque où c'est sorti, c'était potentiellement un des plus beaux jeux qui était jamais sorti, quoi, clairement. Et le problème qu'il avait, c'était qu'il pouvait pas se concentrer presque sur les messages, sur la santé mentale, sur ce qui se passait dans le jeu, sur les thèmes principaux du jeu, parce qu'à chaque fois, il était en mode putain, mais le caillou là, il est super bien fait, quoi. Vraiment, enfin, je fais un coup dessus, il y a une petite trace également. Plus je tape, plus il y a de petites traces à des endroits différents, ça n'a pas l'air random. Putain, c'est vraiment bien fait, quoi. Comment tu veux te concentrer sur un message antifasciste quand c'est enrobé dans de la guimauve constamment? C'est un peu compliqué, quoi, c'est un peu ça. Il est un peu con. Bah non, moi je vois à peu près où il veut en venir, quoi. Et ça revient par rapport à ce que disait presque Antoine Goya, quoi. C'est ce côté où, oui, après ça peut être des messages aussi. C'est ça où c'est compliqué, c'est-à-dire que ça peut être des messages sur la beauté de la vie, et c'est un peu aussi ce que dit The Grand Budapest Hotel. C'est-à-dire que The Grand Budapest Hotel dit aussi que, c'est aussi pour ça que je l'adore, hein, c'est qu'il y a ce côté où c'est des choses très droites et qui vont très très droit, mis face à quelque chose de plus organique, de plus vivant quelque part, du cœur en fait tout simplement. Et ça là-dessus, bah oui, The Grand Budapest Hotel c'est un grand film. Parce que ça met en face de ça, mais pas tellement dans la forme plus que dans le fond. Et c'est un peu ce truc là où je pense pas, c'est pour ça je pense pas qu'on ressort de The Grand Budapest Hotel en se disant c'est un grand film antifasciste quoi. C'est vraiment, enfin c'est beaucoup de poudre aux yeux le Grand Budapest Hotel et c'est vraiment bien fait, hein, bien sûr. Moi j'adore, hein, je le redis, hein, c'est un de mes films préférés de Wes Anderson. Mais ouais, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Enfin, je sais pas si c'est bien fait à ce niveau-là. Bon, le dictateur de Chaplin, évidemment, ça aurait été scandaleux qu'il soit pas là, hein, je pense qu'on peut se le dire. Je sais qu'il y a des gens qui vont être pas d'accord dans le chat juste parce que c'est Chaplin et qu'on en a fait des caisses, etc. Enfin voilà, je sais que Argolido, il déteste Chaplin, tout ça. Argolido qui avait quand même sorti comme argument, quand il avait fait son bingo. Hein. Ça, je le ressortirai toujours. Hein. Il avait dit, il a eu de la chance. Il a eu de la chance qu'il y ait eu Hitler. Genre voilà. Bien sûr. Ça, c'est super, j'adore. Bah oui. Non, mais, puis même, en vrai, hein, pour parler plus sérieusement quand même du dictateur, le dictateur, c'est quand même, s'il y a un top des films les plus importants de l'histoire, il est dedans, quand même. Hein, enfin, vraiment. Et c'est quand même ce truc où, moi, je me souviens qu'on l'avait analysé comme ça en histoire du cinéma, c'était ce truc du... en fait, notamment sur cette scène de fin du dictateur, la scène absolument prodigieuse, hein, bien sûr, du discours de Chaplin, qui est encore à l'heure actuelle absolument magnifique. Je crois qu'à un moment je l'avais appris par cœur, je sais plus pourquoi, enfin bref. Et quand même il y avait ce truc où là où c'est grandiose particulièrement, c'est que comment dire, la petite leçon de morale à la fin pendant qu'il... oui non mais bien sûr, hein, Argolido, ça là-dessus on peut être d'accord. Mais il y a quand même ce truc où il a volontairement tué son personnage de Charlot en parlant
et je sais ce que vous allez dire, en parlant avec des vraies phrases, contrairement à les temps modernes, en parlant avec des vraies phrases intelligibles, parce que là-dessus, il y a besoin qu'il parle, quoi. Quelque part, il y a besoin que le propos soit très clair, que le propos soit extrêmement carré, parfait, parce que là, il n'y a plus le temps, quoi. Quelque part, il n'y a plus le temps, il n'y a plus il y a plus... Enfin, il n'y a plus... on n'a plus le temps de faire des métaphores. Et c'est aussi pour ça que je critique, quelque part, les films qui sont mis plus tôt, type District 9, tout ça, en disant que c'est des métaphores, etc. C'est que je me dis, mais là, est-ce qu'on a le temps pour faire des métaphores, quoi? Est-ce qu'on a le temps pour faire ce genre de discours-là, qui sont... Enfin, pour faire ce genre de métaphores très alambiquées, en disant oui, alors la Boravie, c'est Israël, le Jaranpour, c'est la Palestine, tout ça. Est-ce qu'on a le temps, en fait, pour faire des métaphores, finalement? Est-ce qu'il y a le temps? Et moi, je me demande, en fait, quelque part. Alors après, on est toujours un peu pressé par le temps, et quelque part, est-ce que le fascisme va arriver demain, dans 10 ans, dans 50 ans? Je ne sais pas. Mais bien le bonjour, Bourdon, bien le bonjour. Mais il y a quand même ce truc où, ouais, je me demande, quoi, parce que je trouve que l'acte, du coup, de Chaplin, c'est de dire, on n'a plus le temps, donc il faut que je parle. Il faut absolument que... Il faut que je tue mon personnage également de Charlot en le faisant. Si mon personnage de Charlot, je le tue et ça permet d'envoyer d'un message, ça ok. Mais bon, après, quelque part, on peut se le dire aussi, hein, ça... Je sais pas, en fait, je sais pas, c'est toujours un peu compliqué de savoir si ça a eu un impact, quoi, quelque part. Parce que ça se trouve, ça a eu un impact sur le mec qui a décidé, non mais, aux États-Unis, non mais vas-y, on va en guerre, quoi. Les métaphores, c'est pas le problème, c'est la qualité de ta métaphore. Les extraterrestres, c'est une dinguerie. Bah, ça... Après, ça, là où c'est une... Je rejoins d'autres gens, c'est quand même qu'il y a ce côté où c'est... Bah, les États-Unis, typiquement, appellent les Mexicains des aliens, quoi. Donc ça, là-dessus, moi, je comprends ce genre de métaphores-là. Mais bon, après... il y a d'autres trucs, quoi. La semaine précédente, il y avait une liste Letterboxd qui circulait sur Twitter avec des réels avec un passé fasciste. Oui, ça je l'ai vu. Je pense que je peux la mettre. Attendez, est-ce que je l'ai de côté? Tac. Tac, tac, tac. Normalement, je l'ai de côté. Avec notamment parce qu'en fait, il y a eu une déclaration du coup de Stéphane Skarsgård, je sais plus, Skarsgård là. Le mec qui est dans Andor là. Et qui est dans Valeurs Sentimentales et qui est dans voilà, plein de films. Parlons-en de cette liste. Non, mais moi, les gens, je connais même pas tous les réals de cette liste, hein, bien sûr. Je vois qu'il y a l'Aventura, c'est Antonioni, si je me trompe pas. Persona, c'est Bergman. Enfin voilà, je vois des trucs. Le tweet a été supprimé. Oui, il me semble que le tweet entre temps a été supprimé. Donc voilà, on s'en fout, bien sûr. Mais oui, il y a Jonas Mekas. Enfin voilà. Il y a quand même ce truc où, s'ils ont un passé fasciste, est-ce que ça implique les films en question? C'est un peu ça aussi qui, moi, me dérange avec ce genre de liste Letterboxd, hein, bien sûr. Ah, c'est vrai, je Tokyo d'Ozu. Putain, wow. Putain. Ozu, vraiment. Hein. Bref. Mais il y a quand même ce truc où, typiquement, il y a quand même plein d'exemples qui sont en tête. Clint Eastwood, il est pour la régulation des armes à feu. Romer, il était royaliste et pourtant, il est récupéré par plein de personnes à gauche. Enfin, il y a quand même ce truc où il y a des tonnes et des tonnes de réals comme ça, où ils ont pu avoir des passés, des opinions très étranges, soutenir des candidats politiques de droite, d'extrême droite et quand même faire des films de gauche. Enfin, il y a quand même ce truc où c'est pour ça que moi je suis pas forcément d'accord avec le fait de faire une liste. Bon, déjà je suis pas d'accord avec le fait de faire des listes vu que je suis juif, mais il y a quand même ce truc où je suis pas d'accord de faire des listes des films en question, quoi, quelque part. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu bizarre, quoi. Ouais, Friedkin, oui, voilà, Friedkin aussi, quoi. C'est bizarre son passé, quoi. Les gens apportaient des corrections à skip certains des réels cités, c'est un peu plus nuancé. Bah oui. Enfin, c'est pour ça que c'est complexe, quoi. C'est complexe. Honda qui a fait Godzilla alors qu'il a bossé dans des maisons de confort. Bah oui, enfin c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué comme truc. Et moi, voilà, je vais pas faire des recherches Mediapart pour savoir les passés de tel réalisateur, etc. Je m'en fous en fait. Moi, je suis pas un journaliste people. Je vois ce que les films me disent. Je vois ce qui est vite fait, ce qui peut être dit en interview, ce qui peut être dit dans la critique, tout ça. Et je vais pas rechercher si se branle de la main gauche ou de la main droite, quoi. Ça m'intéresse pas trop dans les études d'un réalisateur, d'une réalisatrice ou pour étudier un film, quoi. Donc bon. Raphaël Connard qui a été assistant parlementaire d'une meuf du PS. Bah oui, enfin... Surtout quelque part, si c'est du passé, quoi. J'ai envie de dire, autant avancer. Moi, vous savez, enfin, l'exemple que je prends souvent, je sais qu'il va pas faire plaisir, hein, c'est sur The Last of Us 2, où il y avait quand même ce truc où t'avais du coup Neil Blomkamp qui disait putain, moi
enfin j'ai voulu faire The Last of Us 2. Neil Druckmann, pardon. C'est parce qu'on a vu un autre Neil précédemment. Neil Druckmann, donc du coup le réalisateur de The Last of Us 2, qui disait bah putain quand même moi j'ai été dans les forces israéliennes et je me suis inspiré de mon sentiment par rapport aux Palestiniens pour faire The Last of Us 2, qui est un film sur la haine, etc. Et du coup tout le monde a voulu dire ah, bah, vous voyez ça prouve que c'est une merde, etc. Sauf que la vérité il s'est inspiré de son sentiment et ça a donné The Last of Us 2, qui est un film anti-cycle de la haine, anti-cycle de la violence, et je pense qu'on peut même presque dire que c'est un film anti-Israël, mais bon, ce serait un peu trop abusé. Mais il y a quand même ce truc où ouais, c'est vachement... tout n'est pas tout noir, tout blanc, quoi. Non, il a raison. Bah oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Il s'est inspiré de son passé. Et il s'est inspiré de ses sentiments propres absolument horribles, quoi. Pour dire, bah j'ai eu des sentiments absolument atroces. Mettons-le dans un jeu. Et embrassons le fait que j'ai eu des sentiments atroces pour aller plus loin, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ces sentiments-là, ils ont existé. On va pas nier qu'ils n'ont pas existé. Et dire ah non, on va nier qu'ils ont existé, tout ça. C'est complètement con. Tout comme je veux dire James Gunn qui s'est inspiré de sa propre vie, du décès de son père, c'est pour ça qu'il a repris Superman, je crois. Donc voilà. Merci Ilias pour le raid, merci beaucoup. On est en train de regarder une liste des meilleurs films antifascistes d'après The Hollywood Reporter. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose de génial, hein, je tiens à le dire. mais voilà, il y a quand même y a quelques choix qui sont radicaux. Je pense qu'on peut dire il y a eu l'Armée des Ombres, notamment de Melville. Là, Le Grand Dictateur, c'est quand même vachement chouette qu'il soit là. Mais en fait, la définition qu'ils ont du fascisme, elle a l'air un peu bizarre parce qu'il y a eu District 9, qui est un film. Je sais même pas si on. Oui, mais du coup, ça serait très large comme définition de film antifasciste. Donc c'est pour ça que ça me fait très bizarre comme top. On va voir ensuite dans la suite de la liste, hein, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a, hein, bien sûr. Mais oui, c'est très bizarre, quoi. Le raid quand PAF excuse les pensées sionistes génocidaires de Druckmann. Bien sûr. Non, mais en vrai, pour dire que des fois, tu t'appuies, parce que aussi on voyait en fait cette liste-là avec des réalisateurs qui ont un passé fasciste. Mais moi, je suis en mode, mais en vrai, merci Oussem, merci. Super les listes, ça m'étonne pas que tu adores les listes, Oussem. Bon, Oussem, je rappelle, qui est mon goy préféré, hein, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où c'est... comment dire, ça me perturbe ce genre de liste-là, particulièrement parce que je trouve que, en fait, c'est... comment dire, je trouve qu'en fait, c'est une liste très... En fait, ça va juste dire, oui, ça a été des fascistes avant, et ça laisse une empreinte très indélébile, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça a été un passé fasciste, quoi. Que quelque part, leurs œuvres les ont dépassés aussi, quoi. Et aussi que leurs œuvres sont collectives, bien sûr, ça là-dessus, on peut être d'accord. Et c'est ce que je dis par rapport aussi à Druckmann, du coup, donc le réalisateur de The Last of Us Partie 2, là, le jeu vidéo, où en fait, il s'est inspiré de son passé à l'IDF, donc... l'armée la plus morale du monde, hein, bien sûr, l'armée d'Israël, pour ensuite faire son film et faire son jeu et dire, bah en fait, je me suis inspiré de mes sentiments absolument horribles que j'ai eu envers les personnes palestiniennes et envers le fait... Enfin, je crois qu'il s'est inspiré plus précisément d'une anecdote où en gros il avait vu c'est un truc très connu où c'est un enfant palestinien, je crois, qui balance une pierre sur un tank israélien. Du coup, lui, il voit juste cet aspect-là, parce qu'après, le tank israélien a évidemment anéanti le gosse israélien. Des images absolument horribles, hein, évidemment, je pense qu'on peut se le dire, et des images vraiment d'une force évocatrice très puissante. Et en fait, ce qu'il a dit, c'était, il avait juste vu la partie où il balance un caillou sur un tank israélien, et il a senti ce sentiment monter de vouloir tuer cet enfant palestinien. Et donc là-dessus, il s'est dit, ok, attends, parce que j'ai ce sentiment-là qui est absolument horrible, où est-ce que je vais après ça, quoi? Donc c'est vraiment, enfin voilà. Il y a le film Un Français, Histoire d'un skin. Oui, avec... c'est Alban Lenoir, je crois. Oui. Faudrait que je le voie en vrai. Mais oui, en tout cas, c'est... Pour l'instant, du coup, pour revenir à ce top-là, je suis pas tout à fait d'accord avec certains des choix, mais bon, pourquoi pas. The Host de 2006. Oui, c'est anti-ricain, ça oui, ça je pense qu'on peut se le dire. Très bel aveu de la part de The Hollywood Reporter de dire que les États-Unis sont des fascistes, très très beau. Oui, alors je sais pas si c'est... oui, c'est probablement un des films les plus antifa de Bong Joon-ho, avec Snowpiercer et Okja également. Il a eu vraiment un gros virage antifa à un moment, je pense qu'on peut se le dire.
avec Parasite qui parlait plus de la lutte des classes et pas particulièrement du fascisme, mais plus, moins d'un côté systémique de la chose, hein, ça bien évidemment. Mais oui, bon The Host, c'est du très très bon. En fait, aussi pareil, c'est quand même ce côté où la métaphore pour la métaphore. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est là que je rejoins aussi Argolido qui disait ça. C'est que pour le coup, la qualité de la métaphore est suffisamment bonne pour vraiment, enfin, déjà qu'il n'y ait pas trop de doute sur ce que c'est, mais quand même aussi pour être efficace, quoi. Et pour être vraiment pas non plus. Enfin, encore une fois, je trouve quand même que c'est un peu. Si on devait faire quelque chose, si on devait faire un critère, c'est que les métaphores, quand c'est pour montrer des personnes gentilles, mais qu'en fait c'est genre des elfes, je sais pas, des animaux mignons ou des trucs du genre, généralement c'est un peu catastrophique. Mais quand c'est pour montrer le méchant et que c'est une métaphore, là ça peut fonctionner. Typiquement, Lex Luthor dans le dernier Superman, c'est totalement Trump. Et ça fonctionne, quoi, vraiment. Et ça fonctionne totalement. Là où Superman, c'est un truc plus surplombant, on va dire. Enfin, voilà, quoi. Mais oui, The Host, bon, ça marche totalement, quoi. Ida de 2014, je ne l'ai pas vu. C'est pas par le réalisateur de Cold War, si je ne m'abuse. On a déjà passé les B dans la liste et j'ai pas vu Bright, c'est vrai. C'est vrai. Bright, c'est quoi? C'est le film Netflix, là? Ouais, heureusement. Ouais. Parce que Bright, c'est sympa. Mais c'est vrai que en fait, c'est vrai que si Bright était meilleur, il serait là. Parce que Bright, c'est sympa, c'est sympathique. Moi, je me souviens, je l'avais vu, j'avais pas passé un mauvais moment. Mais ça reste quand même le haut du panier de Netflix qui est un peu... bon, c'est pas le haut du panier non plus génial, mais c'est pas non plus génial, quoi. Film pro-flic avec des messages un peu homophobes, en plus. Bon. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je l'avais vu, je m'étais dit oui, bon, c'est sympa. Mais bon, c'est pas non plus génial, quoi. Si c'était meilleur en termes de forme, peut-être qu'il serait là, hein. Parce que c'était un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc, moi je me souviens, il y avait des dialogues là qui ressortaient, alors je sais plus, il y avait des histoires, plein d'autres histoires et tout qui ressortaient. C'était, il y avait des dialogues en mode, est-ce que tu es d'abord un orc ou un flic? Enfin vraiment, bon bref, c'est Will Smith qui dit ça en plus. La métaphore est quand même vraiment très très nette, hein. Bien sûr. Mais je sais pas du coup si ça rentrerait dans la définition du fascisme, vu que là la définition du fascisme est très large, hein, donc voilà, on va voir. Mais bref, en tout cas, Ida, moi j'ai vu que Cold War, ça m'a fait chier. Et voilà, j'ai pas vu particulièrement Ida, ça a l'air... apparemment c'est mieux. Apparemment il est mieux Ida, je sais pas les avis du chat, mais apparemment il est meilleur. Donc pourquoi pas qu'il soit là. Ça c'était ok-ish, mais un peu confus des fois. Ouais. Ok, pourquoi pas. Oui. Oui, bah ça se bat bien contre des nazis, quoi. Globalement, en fait, il y a quand même ce truc où Indiana Jones, de manière générale, hein, ça je pense qu'on peut se le dire, c'est vraiment purement antifasciste, purement antifa. C'est vraiment, en fait, c'est d'ailleurs les meilleurs Indiana Jones, hein, clairement. C'est-à-dire que le deuxième Indiana Jones, Spielberg était en instance de divorce, c'était trop... il était trop misogyne à ce moment-là, et il a fait un film vraiment assez regrettable. Mais le premier et le troisième, là pour le coup, ça tape des nazis, quoi. Il n'y a pas de détour, c'est vraiment super à ce niveau-là. Je sais pas si le premier est le plus représentatif, je pense quand même que c'est le... Je sais pas si le troisième là du coup est le plus représentatif. Je dirais quand même que c'est plutôt le premier, parce que là, le troisième, il est plutôt même... Ouais, plutôt pro-américain bizarre. Donc ouais, je dirais plutôt le premier, parce que le premier, c'est vraiment sur ce côté plus naïf, plus enfantin. Là où le troisième déjà va un peu plus loin et où ouais, le message est un peu plus confus à ce moment-là. Donc bon, c'est... Ouais, pourquoi avoir mis celui-là et pas le premier, quoi? Tu remplaces les nazis par des zombies, il y a zéro différence. Bah, là où du coup, je trouve que dans le premier, pour le coup, tu peux vraiment pas supprimer les nazis, quoi. Il y a vraiment ce truc où c'est vraiment ultra classique, quoi. Après, c'est vraiment tapine les films anti-nazis. Est-ce que c'est vraiment si antifa? C'est un peu aussi la question que je me pose. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté où les nazis zombies, typiquement dans Call of, dans le mode zombie, c'est vraiment un cliché, quoi. Genre, est-ce que, comment s'appelle ce film-là, série B bizarre, série Z même, où c'est les nazis en fait étaient cachés sur la lune et d'un coup ils reviennent. Et en fait, je crois que dans un des opus, il y a des dinosaures, etc. Enfin voilà. Mais ouais, c'était très bizarre, quoi. Tu peux pas supprimer les nazis. Bah pour le coup, voilà, Iron Sky, ça pour le coup, c'est vraiment de la nazi exploitation, j'ai envie de dire. Mais oui, c'est
ça les rend quand même un peu cool. Non, non, ça pas nécessairement les gens. Ça reste quand même un truc où c'est... c'est quand même un truc où c'est... Oui, tout le monde déteste les nazis, quoi. Mais après, en fait, il y a ce truc-là où c'est pas parce que tu détestes les nazis dans un film que tu vas nécessairement ne pas avoir des opinions de nazis à côté, quoi. Si les nazis parlaient pas allemand, il y en aurait beaucoup moins qui trouvaient ça cool, la résistance. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, la nazisploitation, j'ai pas balancé ça dans le vide, hein. Je sais que c'est un vrai genre, hein. Quand les gens vont comprendre que les Américains aiment pas les nazis, pas parce qu'ils sont antisémites, mais parce que c'est un empire qui fait de l'ombre à leur business, bah oui, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire que, très clairement, hein, ça d'ailleurs, c'est quand même la critique qu'on peut faire aux États-Unis, hein, ils sont pas intervenus quand c'était la merde, ils sont intervenus quand ça les attaquait eux. Avant, ils en avaient rien à foutre, hein. Vraiment, ils se disaient, oh, terrible, bon, venez si vous voulez venir, hein. Nous, ça augmentera notre pouvoir, soft power, tout ça, hein, bien sûr. Venez, les Fritz Lang, les scientifiques, etc. Mais sinon, Mecha Hitler sur un Mecha Dino, ça va un peu cool. Ah, pour Iron Sky, oui, pour Iron Sky, ça je suis d'accord, hein, par contre, hein. Pour Iron Sky, je suis d'accord que mes potes les plus un peu bizarres quand j'étais au collège, ils adoraient Iron Sky, hein, bien sûr. Et les gens qui ont des idées nazies aujourd'hui avant se masquer, c'est bien que l'imaginaire reste un repoussoir. Bah oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même ce truc où l'imagerie nazie, a priori, elle est... Au moins qu'ils aient à faire des efforts, quoi. Au moins que les nazis aient à faire des efforts, quoi. Quand ils ont senti que les cocos allaient gagner trop d'influence s'ils se bougeaient pas. Bah oui. Rappel, hein, les gens. Enfin, c'est quand même un rappel qu'il faut faire hebdomadairement. Ça reste les communistes qui nous ont libérés, hein. Ça reste l'URSS qui nous a libérés. Et dans notre tête, c'est les États-Unis, hein, mais ça reste eux aussi qui nous ont libérés, hein. C'est eux qui ont libéré les camps, hein. À la base, les États-Unis, ils voulaient les garder, hein. Donc bon. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que faire un film pro-États-Unis, pro-Amérique, c'est tant faire un film antifasciste que ça? C'est un peu ça la question qu'il y a, et c'est la question qu'il y a actuellement aussi avec toute la sortie de Superman, tout ça. C'est est-ce que faire un film pro-américain, c'est vraiment faire un film antifasciste et anti-nazi? C'est un peu compliqué, quoi. La propagande US du plan Marshall que nous a bouffé, bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les US, ils en avaient même ouvert chez eux tellement ils aimaient bien les camps, et actuellement ils sont en train d'en ouvrir, donc bon. C'est quand même... Et ils s'étaient dit, putain, c'est quand même une bonne idée ça, les camps. Donc bon. Oui, bon, bah oui, vas-y. Oui, super. Après, moi, je vous avoue que l'avis de Pacôme sur les utopies et sur la vision des utopies de la part de Tarantino, bah quand même pas mal aussi perturbé, quoi. Enfin, je me suis dit, c'est vrai qu'il avait raison dans ce côté où, oui, c'est d'accord, message super crazy, comme tu dis, tu vois, Mr. HS, mais est-ce que c'est vraiment un message anti-nazi, quoi? En fait, est-ce que c'est vraiment des films... Oui, voilà, les uchronies. Est-ce que ce côté-là, ça rentre vraiment dans un côté anti-nazi, sachant que, en fait, il y a un côté presque beaucoup plus, j'ai envie de dire, c'est cool de tuer des nazis, sachant que, et c'est cool de tuer des nazis, ça je pense qu'on peut se le dire, mais il y a quand même ce truc où c'est juste de l'apparence, quoi, c'est juste de style over substance, quoi. Tu vas parler de ça avec Toré, j'essayerai quand même de parler de la take, de parler de la vie de Pacôme là-dessus. Je pense qu'il est intéressant parce qu'on va parler de Once Upon a Time in Hollywood avec Toré dans la suite de son bingo. Puis ça pour le fun, se défouler, pas pour étudier une possibilité d'un monde différent. Bah oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que pour moi, je vois pas non plus Inglourious Basterds comme un film vraiment où j'en sors en mode ouais, il faut arrêter le nazisme, il faut arrêter le fascisme, il faut arrêter Donald Trump, quoi, parce que c'est des idées que j'ai déjà en tête en moi, hein, bien sûr. Je vais pas non plus dire que... Enfin, oui, de toute manière, il a toujours été matrixé par l'exploitation, le genre au cinéma, tout ça. Donc oui, il est matrixé par la nazisploitation. En mode, oui, tuer des nazis, c'est trop bien, etc. Voilà. Mais je sais pas s'il y a un message politique vraiment très très fort derrière, quoi. T'en sors, tu vas acheter du Hugo Boss. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. D'ailleurs, quand même un truc, hein, c'est que l'acteur qui a le plus percé avec Inglourious Basterds, c'est celui qui jouait le nazi, quoi. Et c'est l'acteur qu'on retient tous, c'est Christophe Waltz, hein. Les autres, bon, voilà, quoi. J'aimerais avoir des trucs à dire sur ce film, mais le combo Mélanie Laurent et l'acteur autrichien dont j'ai oublié le nom, c'est trop pour moi. Bah, écoute.
En plus, Tarantino, Antifa, MDR, il est pas turbosionniste. Bah oui, après, bon, là on juge les films et pas les personnes. Parce que sinon, on jugerait Bertolucci, c'est compliqué quoi. Fassbinder aussi, ouais, c'est vrai. Fassbender. Mais oui, en tout cas, bon, après, c'est mérité parce que Christophe Valls, putain de performance dans Inglourious Basterds, c'est absolument dingue, etc. Et il est tellement fort quand même. Hein. Mais bon. Bon rôle aussi pour le français au début, Denis Ménochet. Ouais, Denis Ménochet, il est fulgurant dans Inglourious Basterds. Il est fulgurant. Mais bon, c'est... Bref. Bien sûr, le plus grand savant du geekdom cinématographique connaît le vieux livre des règles hollywoodiennes mieux que quiconque. Écoutez encore une fois Elon. Les nazis sont toujours les méchants. Premier de cette trilogie d'histoires alternées affamées. Les Inglourious Basterds de Tarantino sont remplis de hurleurs révisionnistes. Eli Roth en tant que prince de baseball, princesse de... Bref, je comprends rien à la traduction auto, mais bon. Inglourious, il y a la scène d'ouverture et après tu peux dormir. Bah après la scène d'ouverture elle est géniale quoi. Ce que je veux dire, c'est que du coup, l'argument, ce film est anti-nazi, donc antifa, et limite quoi. Après, je pense qu'on peut dire que les nazis sont fascistes, a priori. Donc ça rentre peut-être dedans quoi. Donc voilà. Ah, c'est. Putain. Point. Joint Security Era, c'est ça? Je crois que c'est Joint Security Era que je n'ai pas vu, c'est un film coréen. C'est ça, non? Ah non, oh putain. Oui, voilà, c'est John Security Era. Bon, je vais pas traduire hein, la page. J'ai essayé. Apparemment, c'est très très bien. Je sais pas les gens qui ont un avis dessus. Pourquoi pas anti-fasciste bof. Ah ouais. Ok. Un des premiers films vraiment qui a fait percer par Chan-wook. Ah, c'est sur Corée du Nord, Corée du Sud. Oui, bon. Oui. C'est pas antifasciste. Ok. Ok, ok. Pourquoi pas, hein, bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, c'était un des premiers films avec un personnage nord-coréen complexe. Eh ben, c'est quand même super, quoi. Je pense film antifasciste, je pense Le fond de l'air est rouge, Les 120 journées de Sodome ou Punishment Park instinctivement. Je serais pas parti sur du Indiana Jones ou du Star Wars, mais ok. Oui, bah, après, ils sont là, quoi. Ils existent, évidemment, et c'est des films antifascistes. Et c'est des films cool à mettre aussi au milieu d'autres films. En fait, je pense que c'est aussi une valeur où ça peut faire découvrir des films antifascistes à des gens. Ça, là-dessus, il faut pas non plus le renier. Donc bon. Des bons échos, oui. Et c'est en couleur, vous faites pas avoir par l'image. Ah ouais, ok. Moi, je pensais que c'était en noir et blanc. Mais oui, il est dans ma liste en plus de visionnage depuis très très longtemps. Faudrait que je le mate. Bon, ça, faut aller se faire foutre. Hein. Moi, je suis désolé, mais à partir du moment où le Real a dit ouvertement que il a pas fait de recherche sur le nazisme parce qu'il en avait rien à foutre et qu'il était en mode mais de toute manière Hitler c'est juste le méchant quoi. Hitler c'est juste le méchant et puis voilà. Ah, faut aller se faire foutre. Moi je suis désolé mais Jojo Rabbit, en fait je trouve il y a une hypocrisie à fond dans le milieu cinéphile, critique, ce que vous voulez, etc. Même si c'est pas exactement les mêmes personnes qui ont cet avis là. Hein. C'est de dire oui. La liste de Schindler, c'est pas un film vraiment super sur le nazisme. Parce que machin, parce que Travelling de Capot, parce que Chabrol il a dit ça, parce que machin il a dit ça, tout ça, etc. Et globalement, je suis en mode ok, pourquoi pas, défendez vos trucs, je sais pas pourquoi, mais défendez vos trucs. Et par contre, après, ça va sucer la bite de Jojo Rabbit, c'est dégueulasse quoi, genre vraiment, hein, c'est. Dans un top des meilleurs films Antifa, il est ni bon ni Antifa. Mais oui, enfin, moi je me souviens, je l'ai vu, je me suis dit oui, ok, d'accord. Vu quoi, enfin voilà. Il y a des vannes qui m'ont fait rigoler, ça ok. Mais quand même, faut abuser quoi, vraiment. Hein, genre c'est fou quoi. Il y a cette liste et à côté, il y a le spectateur émancipé déjà cancer qui pense art et politique par la forme. Bref, bah oui, quand même quoi. Est-ce que la bataille d'Alger du même réalisateur c'est antifasciste? Bah oui, je pense qu'on peut se le dire. Tout de même. Mais oui, enfin c'est vraiment, je ne comprends pas pourquoi ce film-là a été autant sucé en fait, comparé à d'autres films qui abordaient le nazisme sous différents angles. Pourquoi ce film-là a été autant sucé, ça par contre je ne comprendrai jamais. Hein. Vraiment c'est trop bizarre. Il a eu un Oscar hein, les gens, il a eu l'Oscar du meilleur scénario. Hein. Bref. Léviathan de 2014, alors je ne vois pas, ah putain, je ne vois pas ce que c'est. Je crois qu'on en avait parlé, je me demande si on en avait parlé vite fait. Ok, bah écoutez, moi je ne l'ai pas vu, je ne peux pas me prononcer. Donc voilà. Parce que le réal avait une hype. Oui, c'est ça. Film russe.
Ok. Et ça aborde quel type de fascisme? Il était dans un bingo. Non, alors c'était Léviathan, le documentaire, je crois, qui était dans le bingo de Grégoire de Tsunami. Mais oui, oui, il était là. Ils ont mis The Producers, mais les gens, ils vont pas mettre non plus Papy fait la résistance. Hein. Enfin, je pense pas. Hein. A priori, je pense pas. On a eu un film français, on n'en aura pas d'autres. Hein. Mais oui, en tout cas, Léviathan, probablement que c'est très bien. La vie des autres, donc ça, c'était un film, il était dans la liste, je crois, des meilleurs films des années 2000 de New York Times, tout ça. Pour moi, c'est pas tellement Antifa, mais c'est plutôt lutte des classes. Mais je me rappelle plus. Ok. Léviathan, c'est le film du mec qui pense se séduire en disant qu'il est cinéphile. Ah. Ok. C'est un peu cette liste hein, finalement, c'est la liste des films qui pensent te séduire en disant ouais je suis cinéphile, moi vous savez j'aime bien Star Wars, alors les originaux hein, parce qu'après ça reste de la soupe tout ça, mais les originaux j'aime bien Star Wars, et puis Spielberg c'est quand même un... Il est bon à certains moments quoi, alors je sais que voilà il y a des moments où je suis pas spécialement dedans, mais il est bon à certains moments, et voilà, et voilà, et globalement bon bah la vie des autres du coup apparemment c'est bien, pourquoi pas, moi je l'ai pas vu encore une fois, mais il y a beaucoup de films que j'ai pas vu ici quoi. Mephisto de 81. Eh ben, on va chercher les cadavres là. C'est vraiment super. Mettez Fantomas tant qu'à faire. Il se passe quoi par ici? Bah, c'est la liste des films. C'est un site de merde, c'est une folie, pardon, mais. J'ai beau aimer Faute d'amour, je suis sûr que. J'ai beaucoup aimé Faute d'amour. Je suis sûr que Léviathan c'est aussi super. Bah écoute, ça a l'air bien en tout cas quoi. Mais oui, Mephisto, c'est quoi du coup? Qu'est-ce qui se passe dans Mephisto? L'ascension vertigineuse d'Heinrich Hoffgen, comédien ambitieux et opportuniste sur la République de Weimar, puis sur le Troisième Reich. Prêt à sacrifier peu à peu ses amis, ses convictions et son honneur pour faire carrière, il obtient le rôle de Mephisto dans la pièce de Goethe au Théâtre National, mais n'est-il pas en réalité un nouveau Faust ayant vendu son âme au diable nazi? Eh ben ouais. Bon, bah, en fait la moitié, j'ai l'impression, la moitié, le fascisme c'est que le nazi. C'est que le nazisme et rien d'autre. C'est quand même... ça a l'air cool, hein, bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui, pourquoi pas, mais putain, je me souviens pas, parce que j'avais vu vite fait la liste avant de lancer le live. Je me souviens même pas avoir vu, mais waouh, ouais, c'est 2 films de Spielberg dedans. Alors, je sais pas si Spielberg c'est le mec le plus antifa du monde, mais quand même, hein, c'est... Ouais, c'est... Faut doser un petit peu quand même, hein. Enfin, c'est cool, mais est-ce que c'est vraiment tant antifa que ça? Enfin, c'est... Oui. Ah, c'est le réalisateur de Père, très bien, alors. Très bien, alors. Mais ouais, quoi. Le cinéma de Spielberg, femme fasciste et réac, faut le savoir. Bah, ouais. Enfin, en fait, moi, je suis en mode, mais autant mettre, je sais pas, autant mettre je sais pas moi, Toy Story ou Mille et une pattes. Enfin, Mille et une pattes, pour le coup, c'est radicalement un film antifasciste. De par notamment ce qui se passe au début avec cette discussion qu'il y a entre le chef là, des sauterelles et les autres, etc. Enfin voilà. Le livre est plus antifa que le film qui est trop aseptisé. Ben oui, enfin c'est un film vraiment chouette quoi. Donc un film italien sur les fascistes premier degré. Il y en a plus tard, bien sûr. Je pense Minority Report c'était un spot de prévention sur le racisme contre les... Mais non. Fourmis antifa de fou, bah oui, en tout cas anticonformisme, ça c'est sûr. Mais Mille et une pattes, vraiment un film radicalement antifa, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. C'est pour ça que moi je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas Mille et une pattes, quoi. Parce que Mille et une pattes, pour le coup, il y a vraiment cette scène-là qui est vraiment magistrale hein, pour moi. Cette scène où t'as du coup le chef des sauterelles qui dit attendez, mille et une pattes, graines, voilà, la scène des graines. La scène des graines qui est absolument géniale. Je vous la mets vite fait, quand même. Mais cette fourmi qui avait osé me provoquer... Ouais, elle ferait pas de mal à une mouche. Ouais, c'est une toute petite Eh oui. Ce qu'il est drôle, ce n'est qu'une petite fourmi. Mais oui. Pas plus haut qu'un bras de jardin. C'est juste. Hein. Avec, Alors, admettons en plus Dominique Collignon-Mourin qui joue du coup la sauterelle. Je crois que c'est Kevin Spacey en VO, je sais plus trop. cette graine soit une petite fourmi de rien. Ça fait quoi? Même pas mal. Ah, celle-là, elle fait mal celle-là? Ah ben vous voulez rire? Et ça fait quoi? Et oui. Ça a bien vieilli. Ouais, pour 98. En fait, faut savoir Pixar, le premier Toy Story a vieilli, mais dès Mille et une pattes, ça a vraiment pas vieilli pour un sou quoi. Genre ça va, voilà.
belle On lumière. laisse une seule de ces fourmis se rebeller, et un jour, elles se rebellent en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela, et notre paradis devient l'enfer. Peu importe la nourriture, nous devons les forcer à rentrer dans le rang. Et c'est pour ça qu'on y retourne. Y en a-t-il parmi vous qui veulent rester? Mais oui, c'est génial. Enfin, c'est vraiment génial, hein, je trouve, le discours là-dessus. Déjà, il est très inspirant hein, sur les luttes qu'on peut avoir, nous, à gauche, etc. Comprendre le grand remplacement avec mille et une pattes. Mais non, non, c'est pas ça. C'est pas ça le message, les gens. Sur le prolétariat, tout ça, ça oui, bien sûr. Mais et sur l'occupation, tout ça, ça oui. Mais, Tidus ça, ce serait une vidéo de youtubeur, vidéo essai un peu à la con, qui fait comprendre le grand remplacement avec mille et une pattes. Bah oui, c'est le seul, ils ont pas fait de suite. Bah oui, c'est le seul, attends. Ah, c'est vrai que c'est un des seuls de leur grande époque, quoi. Parce que, après, Ratatouille, je crois qu'il y a un projet de suite potentiellement. Mais oui, quoi. Comprendre l'anarchie avec mille et une pattes, bah pour le coup, c'est plus accurate, ça, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais pour le coup, c'est une vraie métaphore et c'est très puissant, quoi. Là, au Minority Report, je trouve qu'en fait, Minority Report, le problème presque, c'est que c'est trop individualiste, bizarre. Et que, ouais, c'est trop compliqué à ce niveau-là pour vraiment en juger, quoi. Et c'est trop, enfin, Spielberg, de toute manière, il raconte des histoires individuelles. Et autant dans Indiana Jones, en fait, c'est une histoire individuelle, mais d'un mec bigger than life où il va être entremêlé avec plein d'autres gens. Donc ça, ok, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où c'est compliqué du coup de mettre Minority Report parce que c'est un film plus personnel, plus sur effectivement le flicage, hein, ça là-dessus, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Mais je sais pas trop, enfin voilà, c'est un peu compliqué quoi. Ensuite, Mofi, ah putain, pardon, Mofi de 2019, tac. Alors je vais juste fermer mes comptes WhatsApp, j'espère que je ne vais pas leaker mes comptes WhatsApp. Non, c'est bon, pardon. Je vais juste un peu les mutes pendant un petit temps pour 8 heures. Voilà, mais Mofi du coup je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas vu, c'est bien ou pas, jamais entendu parler, ouais, pourquoi pas quoi. Durant l'apartheid encore, putain. Doit comme tous les jeunes blancs accomplir à partir de durant cette période jamais même entendu ce nom. Bah écoutez, ça doit être un film de ricain, je sais pas hein. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ah, Novecento, bah enfin Novecento du coup. Encore du Bertolucci du coup hein. C'est putain, il est là hein. Mais les Italiens et le fascisme, ils ont un problème, non? Enfin voilà, mais apparemment, c'est pas le film qui dure 4 heures de Bertolucci là, avec notamment du coup De Niro et Depardieu. Apparemment c'est très bien, enfin voilà, c'est vraiment une épopée quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi j'ai pas pu prendre le temps de le voir. Ça dit quoi? Putain, en plus c'est les noms ricains, bref, dégueulasse ça. Mais ils ont mis la bataille du Chili, toujours pas. Mais je crois qu'il y sera pas, hein, bien sûr. Il a mal vieilli celui-là, mais pas pour le film en lui-même. Ah ouais? Ah, parce que Depardieu, j'imagine. C'est vraiment une grande fresque historique. Bah oui, mais c'est probablement très très bien d'ailleurs hein, là-dessus. C'est pour ça que ce genre de film-là, c'est à chérir aussi, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, je vous ai dit, Bertolucci, j'ai pas assez vu. Labyrinthe de Pan, ça l'avait teasé dans le chat. Ça va être teasé dans le chat en mode, oui, parce que ça parle un peu en fond de la guerre de Franco, tout ça. Je comprends, en vrai, qu'il soit là, hein, le Labyrinthe de Pan, parce que ça en parle. Et puis même, enfin, j'ai quand même cette impression aussi que je pense que ce genre de top, mine de rien, en fait, à chaque fois, ils se disent, ah, quand même, on parle beaucoup du nazisme, parce qu'on a eu des ricains mentaux, etc. Faudrait quand même qu'on parle un peu des autres guerres. Et donc, ils mettent un film français par-ci par-là, un film sur l'occupation de Franco à l'époque, tout ça. Enfin, des trucs du genre. Et là, enfin, vraiment, enfin, moi, je trouve ça ridicule par moment. Enfin, vraiment, voilà. Un peu, frère, c'est tout le film. Non, mais oui, je suis d'accord. Mais oui, je suis d'accord qu'en vrai, ça a sa place, hein, bien sûr. Ça a sa place d'être là, évidemment. Mais c'est pas vraiment antifasciste. Bah... Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. La vérité, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. En fait, encore une fois, je trouve quand même que comme Wes Anderson, je sais pas si t'en ressors vraiment en mode putain, la guerre c'était pas bien, le fascisme c'est pas bien quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que ça se noie aussi dans beaucoup de choses, bah, tout comme La Forme de l'eau également. La Forme de l'eau, ça parle de discrimination hein, quelque part, mais je sais pas si on en ressort tant que ça quoi. Maintenant que la liste parle pas du fascisme américain.
quelque part. C'est un conte sur la désobéissance, en vrai c'est lié avec la résistance. Non mais oui bien sûr, en vrai c'est surtout ça, lié à la désobéissance avec, avec l'enfance également, avec ce portrait de l'enfance. Tout comme dans son Pinocchio hein, par exemple, son Pinocchio qui pour le coup est plus, je trouverais ça plus, je sais pas si je le trouverais plus légitime, mais je le trouvais quand même plus pertinent dans ce genre de top là, parce qu'il y a quand même ce côté où, oui le message il est très clair quand même, hein, c'est vraiment ce truc là quoi. Après oui c'est pas un film antifa, c'est un film qui parle de guerre, mais tu pouvais remplacer ça par n'importe quelle guerre. Bah oui, en fait ça pourrait être une guerre hypothétique, je sais pas trop si ça serait là-dedans quoi. Après Del Toro parle souvent du fascisme dans ses films en implicite, il avait fait un bon discours dessus il y a quelques années. Mais oui, mais c'est pour ça moi je me souviens plus par exemple de son Pinocchio, qui est quand même ce truc où c'est plus explicite. Je crois à un moment il fait un show devant Mussolini, c'est vraiment genre Mussolini quoi. Genre vraiment c'est personne d'autre hein, j'ai envie de dire. Et il y a quand même ce truc où c'est bah, oui c'est un message vraiment radicalement antifasciste sur ça quoi. Les Chines du diable n'est pas un peu plus antifasciste, je n'ai pas vu malheureusement. Ça va être sur la résistance et l'obéissance, mais est-ce que ça veut dire que c'est antifasciste? Bah pour moi oui, parce qu'il y a quand même à la fois ce message sur la résistance et l'obéissance, et il y a aussi cette toile de fond, entre guillemets, j'ai envie de dire. Je sais quoi là, mais ouais, je sais pas. Si le labyrinthe de Pan ça ressort pas, ça veut dire que n'importe quel film on peut en ressortir en retenant rien, et c'est un autre problème. Ouais, mais en fait, c'est plus. Enfin, c'est pas sur ce côté-là, parce que je pense quand même que tu ressors de l'armée des ombres en disant putain, le fascisme, quand même, ce que ça force à faire chez les gens, etc. Mais je pense quand même que le labyrinthe de Pan, là où c'est plus compliqué, c'est qu'en fait, c'est noyé dans des références, enfin, dans une esthétique et une esthétisation de l'image. C'est encore une fois, c'est ce débat-là sempiternel hein, sur l'esthétisation de l'image et sur le fait de faire des belles images, hein, quelque part, qui est un peu compliqué aussi par moment. Mais bon, moi je trouve qu'il a sa place hein, quand même. Hein. J'aurais plus vu Pinocchio du même réal. Mais oui, évidemment, il a sa place ici. Peppermint Candy. Oh, mais putain! Pardon, hein, c'est la manière de sélectionner là-dessus. Peppermint Candy, que je ne connais pas, de Lee Chang-dong. Le film s'ouvre sur le suicide du protagoniste et utilise une chronologie inversée pour montrer quelques-uns des événements des 20 dernières années de sa vie. Ok. Dans ce cas, Sucker Punch c'est Antifa. Bah oui, c'est ça un peu en fait. C'est que je veux bien que la porte soit ouverte à tous, hein, bien sûr. Hein, mais bon, c'est radical quoi. Moi, j'ai pas vu ce film-là, du coup, je peux pas trop me prononcer, hein, évidemment. C'est un film qui parle de suicide, mais pas de fascisme. Ah ouais? C'est ça? Putain. Ils ont mis le chagrin et la pitié, pareil que c'est un reportage de fou sur la Seconde Guerre mondiale. Bah, ah oui, c'est quand même le sujet, le film le plus radical là-dessus, hein, je pense qu'on peut se le dire. Hein. Je vois pas le rapport évident avec l'antifascisme. Bah, voyons voir ensemble alors. Ce film radicalement, ce chef-d'œuvre radicalement négligé de l'auteur coréen Lee Chang-dong, et beaucoup de choses. Une expérience formelle et efficace. Une étude de personnages dévastatrice, un argument pour comment les périodes fascistes du passé peuvent hanter et empoisonner un pays pendant des décennies. Ah ouais? Putain. Je l'ai pas fait, je l'ai pas vu, j'en ai juste parlé avec quelqu'un, il m'en a jamais parlé du rapport au fascisme. Ah ouais? Autant que d'autres films dans la liste. Ouais, mais pourquoi pas, hein, quelque part, hein, mais ouais, c'est... En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment juste une grande étude de personnages et j'ai pas l'impression non plus que ça soit si pertinent que ça, mais bon. Pourquoi pas, si vous dites que ça a sa place, ça a sa place alors. Oh bah enfin un film d'animation, j'ai envie de dire. Bah oui, bah, bien sûr. Il y a quand même ce truc là où c'est une bonne vieille toile de fond. Même pas une toile de fond, c'est quand même le sujet principal du film, hein, évidemment. Bon, encore une fois, hein, ce qu'on regrette avec le virage de Marjane Satrapi, c'est quand même, oui, ce virage vraiment printemps républicain, macroniste chelou de sa part, alors que oui, tu commences ta carrière de cinéaste avec ça, et après tu fais Paris Paradis, là, je sais plus le nom de son film à la con. Alors que t'avais fait The Voices au milieu, qui était vachement sympa, c'est quand même un petit peu dommage, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, je trouve que Persepolis, moi personnellement, je trouve que c'est un très bon film. Je me souviens, je l'ai vu en cours, parce que je pense que c'est la place de ce genre de film-là, hein, bien sûr. On sépare l'homme de l'artiste cet après-midi, voilà, c'est ça. On sépare la femme de l'artiste ici, voilà. Pourquoi pas citer un film iranien plutôt que cet arnaque? C'est un peu aussi le problème que j'ai, c'est-à-dire que si c'est le seul film qui parle de l'Iran, mettez Les Graines du Figuier Sauvage, mettez n'importe quel film de Panahi.
pourquoi vous mettez Persepolis? Après, c'est aussi pour faire une caution film d'animation, je ne sais pas. Mais putain, mettre Persepolis, c'est un peu fort de café, quoi. Donc bon, pourquoi pas, hein, bien sûr, pourquoi pas, hein, mais bon. Mais bon. Ah. Porco Rosso. Bon bah oui, évidemment. Évidemment, progressisme libéral, bah oui, j'imagine bien pour ma jeune Starpie. Bon bah oui, évidemment, et pour le coup, enfin voilà, la vidéo d'arcade sur Porco Rosso, le temps des cerises est vraiment absolument génial. Je trouve vraiment, enfin voilà, c'est très enfin un bon film déjà. Déjà. Mais oui, bon bah évidemment. Après, encore toile de fond. Je sais pas, c'est quand même vraiment explicite hein, par moment. Enfin, c'est quand même vraiment très explicite. Moi, je vous avoue, il y a ce mantra qui dit le premier Miyazaki qu'on voit, c'est généralement son préféré. Bah, ça a pas loupé. Porco Rosso, c'était mon premier Miyazaki et c'était mon préféré pendant très longtemps et encore aujourd'hui, je pense. Enfin, il y a ce truc où c'est un appel, c'est une ode à la liberté. Je pense quand même qu'on peut se le dire. C'est quand même ce truc où c'est, en fait, c'est cette vision même de la liberté et cette vision de je n'ai pas envie que, enfin. C'est toujours cette vision très contradictoire hein, de manière générale chez Miyazaki, c'est d'être passionné d'avion et en même temps d'être anti-guerre et de dire mais non, mais tout de même l'aviation c'est principalement utilisé pour la guerre. Je sais que voilà le vent se lève, c'est plus radical presque à ce niveau-là, mais au moins c'est clair qu'il préfère être un port décadent qu'un fasciste. Bah oui, c'est dit plusieurs fois. Donc ça là-dessus c'est tout à fait légitime qu'il soit là en vrai Porco Rosso parce que c'est vraiment ce genre de film où bah, déjà c'est un appel à la liberté, ça je l'ai dit, mais il y a quand même ce côté où comment est-ce qu'une chose aussi belle que l'aviation, comment est-ce qu'une chose aussi belle que le fait de pouvoir voler dans le ciel peut être utilisée pour faire la guerre, et c'est ça le message très profond de Porco Rosso. Je trouve ça regrettable de ne pas avoir Le vent se lève qui est encore plus radical à ce niveau-là dans son message anti-Antifa, mais Porco Rosso c'est quand même un excellent choix, ça je pense qu'on peut se le dire quoi. C'est quand même vraiment un choix où je trouve que vis-à-vis des aspérités et des envies de Miyazaki et des réflexions de Miyazaki, c'est vraiment chouette quoi. L'aviation c'est surtout développé avec la guerre, bof. Bah, en tout cas c'est une partie de ce qu'il dit, c'est pas nécessairement que ça serait développé avec la guerre, mais en tout cas que ça serait utilisé pour la guerre quoi. Particulièrement dans les années 40 quoi. Avec ce côté où, enfin c'est magnifique de voler dans le ciel hein. Et oui, la guerre c'est mal, bah oui, c'est un peu ça quoi. La guerre c'est pas bien. Mais là-dessus c'est une réflexion plus profonde qu'en a l'air que juste la guerre c'est mal quoi. Dans Porco Rosso. Ce qui quand même est inattendu. Je pense qu'on peut se le dire. Le prime de... la baleine de Pan, Antifa ou pas? Oui, Antifa. Le prime de Miss Jean Brody Masterclass. Les belles années de Miss Brody. Ok, que je ne connais pas, avec Maggie Smith, visiblement. Pendant l'entre-deux-guerres, une jeune professeure d'Édimbourg, travaillant dans une école pour filles, apprend à ses élèves l'amour, la politique et les arts, plutôt que les matières traditionnelles. Ouah, on dirait les cercles des poids disparus. Adepte d'une certaine discipline, elle développe une grande admiration pour Mussolini ainsi que pour Franco. Elle a des lésions avec deux de ses collègues enseignants, ce qui finit par compromettre sa situation. Pensant pouvoir compter sur le soutien indéfectible de ses élèves préférés, elle s'aperçoit qu'elle ne constitue plus leur préoccupation primaire, qu'elle commence à expérimenter la vie et l'amour par elle-même. Eh ben, ça a l'air sympa. Je connais pas du tout, mais ça a l'air très sympa, franchement. Hein. Ça a l'air chouette. Alors, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans le chat, mais en fait, juste le pitch de dire, putain, vraiment, l'enseignante modèle, super chouette, mais qui est quand même fan de Mussolini et de Franco, c'est chouette, quoi. Et ça a l'air, ouais, assez antifa, quoi. Ça a l'air cool. Moi, alors, ce que je regrette, par contre, c'est que là, je crois qu'on a passé le temps pour la voir. Il n'y a pas de Monsieur Klein. Il n'y a pas Monsieur Klein. Qu'est-ce que... Je connais deux noms par Sidney Nordell. Il est utile pour one shot en sortie de Harry Potter, bah bien sûr. Mais il n'y a pas pour l'instant Monsieur Klein là de l'oser. C'est une folie. Genre c'est quand même. Enfin, Monsieur Klein, si tu veux faire un film sur l'antifascisme, c'est assez radical et c'est vraiment une vision très propre, hein, très propre, très. En même temps très propre et très sale, hein, j'ai envie de dire, très chirurgical hein, sur l'antifascisme. Hein. Monsieur Klein qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Monsieur Klein et qui en fait, vu que Klein c'est un nom juif, il est suspecté d'être juif, alors que lui-même d'ailleurs a profité de l'occupation pour pouvoir voler des personnes juives. Et du coup il est suspecté de lui-même d'être juif, et donc il va être interné, etc. Enfin que des trucs comme ça où c'est...
c'est absolument prodigieux, hein, je trouve, Monsieur Klein, dans ses messages et dans son côté antifa. Je trouve ça dommage de ne pas l'avoir, hein, clairement. Rome, ville ouverte, bon bah évidemment, hein, classique de chez les classiques, je l'ai vu assez jeune, enfin assez jeune dans ma cinéphilie. Quand même ce truc où, ouais, moi je me souviens notamment, bah, c'est le naturel de certaines scènes, bon, comme toujours avec le néo-réalisme italien, et surtout, enfin, mais quand ça veut faire des grandes mises en scène et des grandes scènes avec beaucoup de personnes, en fait, ça te choque aux yeux, et je trouve que Rome, ville ouverte, c'est un parfait exemple de ça, quoi. Il n'y a pas l'incinérateur de cadavres non plus, et tout un tas de films de l'Est bien plus forts que la majorité de ce qu'on voit. Dire que les nazis c'est pas bien en 2019 aux États-Unis, c'est pas risqué. Bah oui, enfin, l'incinérateur de cadavres, moi je suis d'accord sur ce côté où très oh la vie continue, etc. Donc bon, mais oui, Rome, ville ouverte, classique de chez les classiques. Film de L1 cinéphile, mais qui est très bien quand même. Enfin voilà quoi, pourquoi pas. Rossandstrat. Et je vous jure, à chaque fois, j'essaye pourtant à chaque fois de faire les choses bien, mais ça me fait... Bref. Il y a un extrait de 45 minutes de Bégodeau qui parle d'art et démocratie. Il parle de Rome, ville ouverte, de Rancière, et colle parfaitement au sujet. Je te la posterai sur le Discord. Merci beaucoup, Rosé Chevalier. Rosenstrasse. New York de nos jours. Ruf Weinstein. Dis donc, Weinstein. Vient de perdre son mari. Sa fille Anna est amoureuse de Louis, un Nicaraguayen, et va se marier contre l'assentiment de sa mère. Putain, j'ai plus de voix. Qui s'oppose sans explication valable à ce mariage. Anna décide de se rendre à Berlin pour essayer de comprendre les raisons de son entêtement. Enquêtant sur la vie de sa mère, elle découvre la vérité dont l'origine remonte à 1943 dans la Rosenstrasse. Ouais, ça a l'air sympa. ça a pas l'air génial, mais ça a l'air sympa, quoi. Je sais pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais oui. Pourquoi pas. Bon, ça on peut être d'accord. Je veux dire, quand même, moi je me souviens d'ailleurs, enfin là je suis en train de continuer à feuilleter Quelle était verte ma vallée de Toré, mais je trouve que son texte sur Salo il est particulièrement pertinent, quoi. Sur le côté où, oui, bah c'est dégueulasse, quoi. Enfin, globalement, Salo, les 120 jours de Sodome, c'est un film, bah. Je trouve que c'est un film à voir au moins une fois. Pas 8, mais au moins une fois. Enfin voilà. Globalement, c'est le genre de film où vous le regardez au moins une fois dans votre vie parce que c'est ultra important. Je sais pas si c'est vraiment le film le plus. Je dirais pas que c'est des films non plus qui sont les films les plus atroces à regarder. Tout ça, je trouve que beaucoup surestiment beaucoup la portée de Salo 120 jours de Sodome. Mais il y a quand même ce truc où c'est effectivement, c'est pas un bon moment nécessairement, quoi. Enfin, c'est très rude, c'est très brutal. Et en même temps, sur ce portrait de. Quelque part, ce portrait de ça pourrait arriver à tout le monde qui peut vraiment toucher énormément, et aussi parce que ça s'attaque à une jeunesse, et sur ça s'attaque à des mœurs très particulières, hein, comme toujours chez Pasolini, hein, c'était la même chez Théorème, c'était la même dans beaucoup de son œuvre, hein, bien sûr. Mais je trouve que ouais, Salo, enfin c'est un chef-d'œuvre absolu, quoi. Comme quoi le fascisme c'est pas si mal, ça fait émerger plein d'artistes et d'œuvres intéressantes. Ben quelque part, enfin de toute manière, il y a quand même ce truc où, vous savez, on parlait de Deleuze au tout début de live. En mode, il y a quand même ce truc où c'est Deleuze, il disait que l'art c'est de la résistance, que le cinéma c'est de la résistance. S'il n'y a rien contre quoi résister, est-ce que l'art continuera, quoi, quelque part. Et Salo, je trouve que c'est un très très bon exemple là-dessus, quoi. Un artiste qui a vécu le fascisme, qui en est même mort, décrit le fascisme comme décadent et pas beau à voir. Putain, c'est fou ça. Mais moi je trouve ça génial, justement. Je trouve ça génial le fait que Salo puisse exister dans sa forme, etc. Enfin vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un film à voir une fois dans une vie, parce que c'est particulièrement perturbant et particulièrement génial. Donc voilà, Salo, ça a toute sa place, ça mérite. Soldier of Orange. Mais je vous jure, à chaque fois, je ne bouge pas ma souris, juste je grappe comme ça et ça... Bref. Soldier of Orange, donc le choix du destin, c'est ça? Le choix du destin, c'est celui-là. Il s'inspire des mémoires de écrivain néerlandais devenu pilote de Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est de Verhoeven, putain. Ah ouais, je même pas. Comme quoi il a fait des films avant les années 80, 90. Moi je me souviens éternellement de... C'était une revue pour Elle, quand ça sortait, Elle de 2016, où ça disait oui, alors Verhoeven il a pas fait que des chefs-d'œuvre, il a fait Starship Trooper, il a fait je sais plus quoi, tout ça. Je me suis dit, mais c'est des chefs-d'œuvre, enfin, vraiment. Bref, en tout cas, oui, pourquoi pas. Si c'est de Verhoeven, pourquoi pas. The Sound of Music, ah, c'est le film sur le racisme là, c'est ça? Je
crois que c'est ça. Au moins un qui porte sur le racisme des États-Unis. J'ai l'impression quand même. Hein. Ah non, pas du tout. Je suis complètement con, je confonds avec un autre. Ils ont échappé au nazisme avant la Seconde Guerre mondiale. Mais le portrait de ces Autrichiens ordinaires, strictement catholiques. Eh ben, putain. Ah oui, c'est la mélodie du bonheur, pardon. Mais oui, bon bah, Sound of Music. Est-ce que c'est bien ou pas? Bien moins bien que la mélodie du malheur. Eh ben. Bon, bah du coup, on en parlait juste avant. Mais oui, évidemment, Starship Troopers. En fait, ils sont obligés de le mettre là pour rétablir la vérité sur Starship Troopers et sur le côté où c'est des films vraiment radicalement anti-États-Unis. Bah oui, non, mais ils sont obligés, Poisson, tu sais très bien qu'ils sont obligés, quoi. Confond avec Mélodie du Sud, putain, je suis con, pardon. Mais oui, bah, ils sont obligés de le mettre là parce que, en fait, Starship Troopers, faut rétablir la vérité sur Starship Troopers, sur le fait que c'est un film antifa, sur le fait que c'est un film qui parle de ça, qui parle de la guerre qu'on fait contre d'autres peuples, les États-Unis. Donc ça là-dessus, ils sont obligés de le mettre. Je sais que c'est fait et refait, quoi. C'est fait et refait. Et même Verhoeven il a dit qu'il sait pas et qu'il s'en fout, mais je m'en fous de l'avis de Verhoeven du coup, enfin c'est ça le truc, je m'en fous de son avis. Je vois le film comme il est, je vois le film comme je l'interprète personnellement, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est un film anti-guerre, antifasciste quoi, on peut être honnête là-dessus, évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que, oui évidemment, ils sont obligés de le mettre là quoi. Ils sont obligés. Probablement meilleur en film fasciste qu'en film antifasciste, mais non, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve quand même que, enfin, il y a quand même... Je vois le truc où, en fait, je vois le truc où... Là, ce que vous oubliez, c'est que les Ricains sont des abrutis. Ça, vous l'oubliez un peu trop souvent. Vous oubliez trop souvent que les Américains sont trop débiles. Et que, en fait, peu importe un film qui sort, les Ricains vont dire « Ah, mais nous, on est les meilleurs. » Et donc, peu importe ce qui sort, ils vont se dire « Nous, on est les meilleurs, etc. » Peu importe si Starship Trooper est second degré, etc. Des trucs du genre, ils vont dire « Bah non, moi, je l'analyse premier degré. » Et voilà, quoi. C'est là où vous oubliez que les ricains sont... Vous oubliez un peu trop que les ricains sont des débiles, malheureusement, quoi. Ensuite, The Tin Drum. Ça me dit un truc, ça. À chaque fois, ça me... Bref. À chaque fois, je n'en peux plus. Ils ont pas compris que Homelander, c'est le méchant. Mais oui, ils ont compris à la saison 4, quoi. Voilà. Le tambour. Ça me dit un truc, ce tambour. Il me dit un truc, putain. Tac. Black Comedy Anti-War. Le fake 90% des spectateurs ont vu ah ouais les gros guns pam. Bah bien sûr, mais parce que c'est des débiles. Donc voilà. Bah le tambour ça a l'air bien. C'est le film qui a gagné. Ah oui c'est celui-là, c'est pour ça que ça me disait un truc putain. Palme d'or ex aequo avec Apocalypse Now. Ok. Beaucoup Apocalypse Now qui mériterait d'être là hein, d'ailleurs, hein, bien sûr. Mais oui, bah apparemment c'est très bien. Moi il faudrait que je le voie en vrai. Il faudrait que je me fasse un jour toutes les palmes d'or, que je me déterre un petit peu. Mais oui, ça a l'air très bien. Grâce à Sagan qui voulait pas de Coppola en palme, lol. Mais oui, parce que du coup c'était le scandale. Moi j'avais vu la vidéo de Kalmos sur ça. C'est-à-dire qu'il y a ce truc où c'est... T'avais du coup François Sagan à l'époque qui n'aime pas trop le cinéma, qui est pas trop dans le cinéma, tout ça, qui est écrivaine et tout, enfin, qui s'en branle du cinéma, qui va au Festival de Cannes pour juger. Et en fait, la même année, il y a du coup Apocalypse Now qui est en compétition. Elle le voit, elle le déteste. Enfin, elle l'aime pas, quoi, globalement. Et elle préfère le tambour. Et elle dit, le tambour, c'est génial. Et du coup, pour la première fois dans un festival de Cannes, il y a une palme ex aequo. Donc, entre le tambour et Apocalypse Now. Parce que, en fait, à l'époque, le président de Cannes a forcé pour qu'elle puisse... pour qu'il y ait quand même Apocalypse Now qui ait la palme. Parce que, à l'époque... Le Festival de Cannes voulait vraiment avoir cette... pas forcément la légitimité, ça il l'avait acquis, mais en fait il voulait attirer les foules et attirer des gens de manière populaire, quoi. Donc bon. Après tous les gens qui l'ont vu m'ont dit que c'était incroyable comme film. Mais ça a l'air génial, To Be or Not To Be de 1942. Tac, voyons voir ce qu'il en est. To Be or Not To Be, ça me dit un truc, rapidement. C'est de Lubitsch, ok. Je vois à peu près ce qu'il a fait. C'est... Ah mais je crois que je l'ai vu, c'est possible que je l'ai vu. Si je ne suis pas bête, je l'ai vu. Ou alors je suis extrêmement bête. Mais il me semble que je l'ai vu. Oui, c'est Jeu dangereux. C'est ça, c'est Jeu dangereux. Oui, je l'ai vu. Ah, c'est trop bien, Jeu dangereux. En fait, c'est vraiment ce côté où c'est un film... c'est vraiment une belle toile de fond. Enfin, c'est vraiment un bon contexte, j'ai envie de dire. Ce film-là, et c'est... pareil, des belles réflexions sur c'est quoi, sur comment vivre en fait pendant qu'il y a le nazisme, quoi. Comment essayer de faire les choses à son niveau,
comment essayer, enfin ça se place vraiment d'un point de vue très terre à terre. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup kiffé. Et c'est vraiment chouette à plein de niveaux, enfin c'est vraiment très très cool quoi. Jeu dangereux, non mais c'est le film, c'est le titre français, j'y peux rien quoi. J'y peux rien. Mais bon en tout cas ouais, puis même c'est bien fait, c'est bien filmé. Moi je me souviens de plans encore aujourd'hui vraiment magnifiques quoi. J'ai adoré tuer Bill, bah si tu vas au Québec c'est ça quoi. Ensuite bon bah la zone d'intérêt, j'imagine que c'est le dernier vu que c'est par ordre alphabétique. Oui bah oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la zone d'intérêt qui n'a pas été dit 50 000 fois en mode oui bah c'est un chef-d'œuvre, c'est un des films les plus importants de ces dernières années. Oui bah oui, il faut le voir impérativement. Évidemment, il a raison d'être là sur le côté. Je trouve d'ailleurs l'enchaînement entre To Be or Not To Be et les zones d'intérêt un petit peu cocasse, mais ça mérite d'être là, pourquoi pas bien sûr. Frauduleux ou correct cette liste? En vrai ça va, il y a pire, parce que déjà il y a plein de films que je connais pas, donc où je peux pas trop juger, c'est pas possible quoi. Mais même si j'aime trier, il aurait dû avoir la palme. Ouais. Mais en tout cas, il y a eu des bons choix, il y a eu du bon quoi. Il y a quand même ce truc où en fait moi ce que j'aime pas trop, c'est ce côté où il faut mettre quelque part et après c'est comme ça qu'a été mis la liste. Et c'est vrai que voilà, il n'y a pas Le Chagrin et la Pitié, il n'y a pas Nuit et Brouillard, c'est quand même une folie hein, bien sûr. Mais pour le Hollywood Reporter, être mettre déjà un film français, c'est déjà une aubaine. Donc vraiment, moi je trouve que ça manque effectivement de documentaire. Je pense qu'il devait peut-être se dire on enlève des docus, etc. Je sais pas, je trouverais ça con, mais bon, pourquoi pas. Ça manque, je pense aussi, de manière de le mettre en forme, cette liste-là. Je trouve quand même que bah, voilà, il y a pas Shoah non plus. Enfin voilà, je pense que c'est le choix de ne mettre que de la fiction quelque part. Mais oui, mais en tout cas, ça manque pour moi de beaucoup de films, hein, clairement, et c'est un peu ce qui est regrettable avec tout ça. C'est que ça manque de beaucoup de films, et en fait, ce que j'aime pas, c'est cette sorte de pression à vouloir se dire, il va falloir qu'on mette également un film populaire au milieu, pour prouver quand même que les films populaires peuvent être antifascistes, etc. Et en même temps, on va devoir mettre des films où c'est reconnu que c'est des films. Je trouve ça bizarre, sachant que le postulat de base, ça a été de dire on va pas mettre des chefs-d'œuvre vraiment sur ça, alors qu'ils ont fait que ça. Enfin bref, c'est très bizarre comme liste et comme postulat de base, je trouve. Mais en tout cas, c'est une liste qui a le mérite d'exister.